C'est parti pour cette incroyable, exceptionnelle avant-première d'une vidéo de TPZ, une enquête exceptionnelle, exclusive sur BetterHelp. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce qu'il y a beaucoup de sponsors YouTube, de gens qui vous disent que BetterHelp c'est la solution pour la santé mentale. Et on va un petit peu décortiquer tout ça parce que bon, santé mentale, entreprise privée, influenceurs, mauvais mélange a priori. Donc peut-être qu'il y aurait des trucs à en redire. Et aujourd'hui on va découvrir cette vidéo qui n'est pas encore sortie. Et voilà, en exclusivité. Donc YouTube, sachez que maintenant il y a une semaine de décalage entre les streams et les sorties de VOD. Donc si vous voulez voir les exclus en exclusivité, il faut venir sur les streams tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18 et 19h. Donc voilà, n'hésite surtout pas à passer, parce que quand tu verras toi ce react, la vidéo sera déjà sortie puisqu'elle sort demain. Venez YouTube, d'autant plus que vous ratez tous les DJ sets, même si le chat a voté pour qu'on n'en fasse pas un là maintenant parce que je venais déjà de mixer pendant 1 heure. Le chat, dites à quel point ils sont bien les DJ sets, dites-le. Dites que c'est kiffant, merci pour le sub. Dites que c'est kiffant, merci pour les subs. Au passage, j'ai pas eu le temps de remercier les autres. Merci beaucoup. Allez, dites-le. L'expérience c'est mieux sur Twitch. Voilà, merci, ils sont bien. Voilà, exactement. Allez, on fait la promo. Je veux devenir une artiste certifiée. Voilà, merci. C'est ça, les moments entre les capsules sont détentes. Vous trouvez que parfois les sujets c'est un peu le dooming? Bon, en fait, on se marre vraiment bien entre les sujets. Voilà, venez YouTube. Il y a plein de très bonnes raisons de venir sur les streams, notamment du coup les avant-premières. Quand j'arrive à gratter une avant-première, écoutez, c'est quand même plutôt bien, c'est une bonne chose. Bref, TPZ, c'est parti. Qui a été invité sur cette chaîne d'ailleurs, hein. Il y a déjà une interview troublante X TPZ dans lequel il sort ces délicieux Bakugan. Voilà, c'est une autre exclue que j'ai eu dans l'interview, c'est la collection de Bakugan de TPZ. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est sur la chaîne de VOD. Nous, on va se lancer dans le react. Revolut. Merci à Garni de sponsoriser cette vidéo. Merci à notre partenaire du jour qui s'affiche. Mamouté. Merci Rinochi. Merci à Dyson de sponsoriser cette vidéo. Ah, sur moi, t'as été payé TP pour mettre toutes ces pubs là. Ok. Et merci Medoli pour le raid. Les placements de produits ont inondé YouTube, peu importe le type de vidéo ou les réels besoins derrière. Il y a presque de quoi faire rougir l'âge d'or du TDAH. Très solide garantie de L'âge d'or du TDAH. 2 ans. Et alors qu'on voit une méfiance de plus en plus forte à leur sujet de votre part, émergent de nouvelles marques qui n'hésitent pas à utiliser un marketing agressif pour que vous franchissiez le pas. Au milieu d'elles, il y en a une qui Oui, c'est le hippie de SLG. explose et intrigue particulièrement depuis 1 an, BetterHelp. BetterHelp. La plateforme de thérapie en ligne. Sous couvert de proposer Alors, une solution moderne aux problèmes de santé mentale, BetterHelp se gave depuis 2025 en France sur le dos de personnes vulnérables en utilisant le crédit que vous donnez aux personnalités de l'influence. Ok, je spoil. À ce moment-là de la vidéo, c'est simple. Soit vous ne connaissez pas encore cette plateforme, soit vous commencez à beaucoup la voir sur vos contenus préférés, soit vous la boycottez déjà. Car pour ceux qui ne savent pas, celle que je surnommerai de temps en temps BH est pour l'instant de bonne réputation. en fait, c'est intéressant parce que déjà de base, moi, à proprement parler, à ce moment-là, j'ai déjà une méfiance vis-à-vis de BetterHelp parce que j'ai déjà une méfiance vis-à-vis de Doctolib. Genre, en vrai de vrai, Doctolib, c'est pas si ouf. Genre, on l'a tous quand même vraiment adopté ce truc du jour au lendemain sans trop se poser de questions. Mais, genre, premier degré, Doctolib, ça reste quand même une entreprise privée qui a pris une place absolument monstrueuse dans, notre accès aux soins, assez littéralement. Genre, en vrai, c'est quand même pas normal que t'aies une espèce de start-up bizarre qui a pris un rôle vraiment aussi important dans la vie de tout le monde. On n'a pas vraiment le choix sur Doctolib. Bah, en fait, on a un peu le choix pour aller sur Doctolib, mais aujourd'hui, quand même, le truc, c'est quand même infiltré vraiment un peu partout, quoi. Je veux dire... Oui, il faudrait nationaliser Doctolib pour moi. Il faudrait mettre en place un vrai système de soins, d'accès aux soins, mais qui n'est pas géré par des petits start-upers qui sortent d'école de commerce, tu vois ce que je veux dire? Chez les influx français ou une partie de l'audience, elle est beaucoup moins pour le public anglophone. Pour cause, elle est au cœur de plusieurs scandales internationaux et riche des stratégies marketing plus que douteuses et honteuses, produit de terribles conséquences pour les professionnels de santé et pour l'accompagnement des patients en souffrance. Et elle ne serait même pas légale en France, en fait. Voilà, la liste est encore longue. On a atteint Voilà, donc là, il y a des sponsors pour un truc qui est pas légal. un stade, franchement, je pensais même pas vous redégainer une vidéo sur une marque problématique, mais fort. Bah arrête, c'est en train de devenir ta spécialité, TP. Toi, t'es là pour démonter les sponsors de tes collègues. Et c'est très bien.
Force est de constater qu'il va falloir refaire bouger les choses en étant encore plus solide qu'auparavant dans le fond. Pour cela, je me suis armé de diverses figures d'autorité qualifiées dans leur domaine, des expertes. Et après 3 mois d'enquête intense, Magneto. Il me faut un générique animé. Inexistante dans le paysage francophone en janvier 2025, BetterHelp s'est dernièrement imposée comme la marque qui arrose par centaines les... D'ailleurs, TP, tu le vis comment d'avoir la meuf qui fait ton react en train de boire du Oli devant ta vidéo? Comment ça se passe? Aucune forme de provocation là-dedans, bien évidemment. les créateurs de contenu en France, sauf rares exceptions comme Thibaut InShape, Natou. Elle n'a pas encore inondé les macro-influenceurs. Autrement dit, les youtubeurs à plus de 3 millions d'abonnés. Bon, c'est qu'il faut le dire, on va le voir un petit peu plus tard. C'est pas non plus leur stratégie de base. Mais si vous ne les avez pas encore croisés sur vos réseaux, verticaux entre autres, ça ne saurait tarder. En termes de stratégie, on a vu que BetterHelp, pendant l'espace de à peu près quelques mois, je dirais 6 mois maximum, a inondé en fait les réseaux sociaux de collaboration avec des influenceuses particulièrement. Je dirais que c'est plus de 90% d'influenceuses qui ont fait des collaborations avec BetterHelp, avec toujours le même storytelling, donc l'influenceuse qui va... Et vous allez voir que ça aussi ça m'intéresse, parce que c'est quand même pas non plus complètement innocent que ça soit des femmes. Genre, bizarre que le truc qui tente de faire du marketing sur la santé mentale, genre s'appuie sur les femmes, sous le patriarcat, où c'est déjà quand même le rôle des meufs, grosso modo. On peut commencer par parler de son histoire personnelle avec la santé mentale, qui va donner des exemples de quand elle s'est sentie mal, etc. Et de comment BetterHelp l'a aidé et comment BetterHelp peut aider l'audience en fait de cette influenceuse. BetterHelp est vendu comme la plateforme qui met en relation des particuliers avec des psychologues cliniciens. Fonctionnant par système d'abonnement et de rendez-vous en visio, la promesse est de faciliter l'accès à des consultations pour mettre en place une thérapie ultra personnalisée. Ils se veulent révolutionnaires dans un milieu psy qui, en France, montre ses limites, sauf qu'on verra que ça ne révolutionne pas grand-chose dans le bon sens. Cette promesse est clairement survendue pour attirer des clients. Alors pour mettre toutes les chances de leur côté, histoire de convaincre un marché qui a déjà ses réflexes en processus de soins, leur communication est particulièrement... C'est le Tinder des psys, ouais c'est un peu ça. ...bien calculée pour jouer avec ce qu'on appelle le brand fairy tale, littéralement vous vendre un conte de fées. L'objectif de la marque, c'est toujours avoir une expérience positive. Les couleurs sont vertes, sont relaxantes par exemple. Il y a les codes du bonheur, on voit beaucoup de visages souriants, une représentation des familles heureuses. Bref, c'est presque sectaire. Alors que moi, tu me fais une application pour rencontrer des psys avec une DA metalcore, tu sais, avec genre des pics partout. Genre dès que tu cliques sur un lien, ça fait une explosion de sang, il y a des flammes, ce genre de truc. Je pense que j'aurais envie d'utiliser pour mes degrés, tu vois. Genre, plutôt que, tu sais, de faire un truc vraiment qui a une DA qui est à l'envers de tout ce que tu t'attends. Genre, tu sais, tu télécharges BetterHelp, l'appli pour le self-care, et tu ouvres l'appli et c'est le Mordor, genre. Ça ne l'est pas, mais ça prend à chaque fois les codes du bonheur. Après oui, c'est vrai que le concept de révolutionnaire dans le monde de l'entrepreneuriat, on connaît. Pour construire leur propre mythologie dans l'esprit du... Ce serait hilarant, mais ce serait tellement bien, genre... Tu sais, tu mets un skin sur son application, genre, il y a des bouches qui crachent des flammes partout. Le public français, ils ont mis en place un plan bien rodé qui se sert de figure de l'influence, agence comme créateur, prêt à prendre de la quicheta sans être trop regardant. Pourquoi BetterHelp passe par les influenceurs ? Au passage, moi aussi je suis sûr de prendre de la quicheta sans être regardant, mais bon, apparemment, c'est trop politique ce que je fais. Tout simplement parce que les influenceurs choisis recrachent le brief. Le brief, c'est la demande, le discours commercial que BetterHelp va apporter aux influenceurs. Et vous allez voir, c'est à chaque fois la même chose. Je suis pas bien, grâce à BetterHelp, je vais mieux, et ensuite, je raconte mon histoire. Pour ceux Le son de la vidéo est pas très fort, attendez, je vais essayer de gérer ça. qui est justement de ce brief formaté pour les influenceurs, on se l'est procuré pour la vidéo. Voici ce qu'on peut retrouver dedans. Pour commencer l'intégration, nous vous recommandons de partager un témoignage personnel ou votre lien avec le sujet de la santé mentale. Par exemple, ça pourrait ressembler comment la thérapie à travers BetterHelp ou sous une autre forme vous a fait du bien. N'hésitez pas à donner des exemples précis. Traduction, jouez du parasocial, livrez-vous pour accrocher l'audience. Et ces profils de créa choisis, c'est... Et moi, ça m'intéresse un peu, dans le sens aussi où témoigner sur sa santé mentale et sur son parcours de vie compliqué, c'est un truc que j'ai déjà fait à plusieurs reprises. Je dois avoir 2 grosses vidéos sur ma chaîne qui parlent concrètement de ça. Genre une première qui s'appelle genre pourquoi je vais mal et une autre qui s'appelle genre c'est le truc sur la spiritualité où je reviens un peu sur ce qui m'est arrivé. Et vous voyez quand même que moi à titre personnel, genre ça me froisse un peu que des gens, au lieu de simplement partager ce qu'ils ont vécu, le font dans l'objectif de faire de la maille. Dans le sens où,
Enfin, tu sais, il y a quand même un truc, c'est très perso. Genre, j'ai pas envie forcément de salir un témoignage comme ça avec genre un placement de produit ou un truc du style. Et surtout que, ben, les conclusions logiques que je donne à la fin, en plus, moi, pour comment je suis allé mieux, c'est jamais j'ai été voir un psy. Tu vois, ça peut jamais se suffire à lui-même. C'est même pas nécessaire. Genre, tu peux aller mieux sans voir de psy. Tout comme tu peux aller mieux en ayant vu un psy, mais genre, comment dire, ça sera jamais le seul truc qui va t'aider, hein. Souvent, pour sortir de la dépression, il faut que tu changes ton contexte social, faut que tu changes, faut que tu changes des choses concrètes dans ta vie. Genre, et j'avoue que ça me fait un peu chier, quoi, d'utiliser le fait que, en ce moment, on est quand même globalement tous pas mal déprimés, que l'atomisation du capitalisme, donc le fait qu'on soit de plus en plus isolés littéralement les uns des autres dans la société, nous rend tous à moitié fous. Je préférais qu'on en parle, genre à tête reposée, entre nous, qu'on essaye de s'aider, plutôt que se vendre des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout sur Internet. Genre, on est sur Internet, c'est précisément pour avoir un espace aussi où on peut parler un peu de ces sujets-là sans avoir forcément à passer par un tunnel de vente. Enfin, je sais pas, genre ça me fait un peu chier, quoi. Pas fait au hasard. Là aussi, ils ont étudié tout ça avec des critères de rentabilité. En effet, si on trace un Les Street Charging, c'était le pire exemple. Ouais, non, mais on va voir. personnalisé sur un échantillon de plus de 20 vidéos remontées aléatoirement, on peut voir que les sponsors sont très fréquentes sur des chaînes de créatrices ou dont le public est très féminin, des vidéos qui parlent de pathologie, de phénomènes de société, d'histoire de vie, de lifestyle qui vont mobiliser un public très empathique. Et c'est là aussi où on voit l'autre truc qui me dérange et qui en même temps est pas très surprenant quand on connaît un petit peu l'histoire de la psychologie, l'histoire des thérapies psychologiques, c'est le côté dev perso. Parce que concrètement, genre les chaînes qui sont présentées, c'est souvent des chaînes qui sont présentées par des meufs, parce que le dev perso des meufs est un peu différent du dev perso des mecs. Il est beaucoup plus orienté autour des questions de santé mentale, de care, d'entretenir sa maison, qui sont que des clichés misogynes, hein, au passage, d'ailleurs. C'est vraiment des trucs à base de une femme, elle s'occupe bien de son foyer, de ses proches et d'elle-même, etc., etc., etc. Mais ça reste quand même cette espèce de dérive du dev perso. Mais en fait, c'est pas vraiment un hasard, dans le sens où le dev perso vient à la base de la partie la plus libérale de la psychologie, justement. Genre, il y a un vrai pont, il y a un vrai cheminement qu'on peut faire entre la pratique de la psychologie libérale telle qu'elle a été faite depuis une centaine d'années, quoi, concrètement, et le développement du dev perso chez les Américains avec une pensée positiviste, etc., etc., etc. Il y a quand même un gros lien entre les deux. Et donc moi, ça me donne pas tant que ça que on retrouve à la fin le truc le plus libéral possible, donc le truc le plus capitaliste possible, autour des questions de santé mentale, à savoir faire une start-up concrètement qui va te permettre de mettre en lien. Enfin, je trouve que tout ça, ça fait assez cohérence que du coup, pour vendre ce truc-là, qui est genre littéralement la libéralisation capitaliste de la santé mentale, qui s'appuie sur des influenceuses dev perso. Parce qu'en fait, la psychologie libérale, c'est déjà un peu du dev perso. Parce que concrètement, le dev perso, ça sert à quoi? Ça sert à bien vivre une vie rendue merdique par des conditions de travail qui sont nulles à chier. Concrètement, souvent, le dev perso, ça sert à ça. Ça sert à changer les structures que tu as dans ta tête pour moins mal vivre ta vie qui, pourtant, est mal pour des raisons très logiques. Des raisons d'exploitation, des raisons de management horrible, ce genre de truc, tu vois. Genre... Alors non, le dev perso, ça sert pas à rien. Par contre, genre, faut quand même avoir le discours du dev perso, ça a vraiment aidé des gens. Genre, c'est juste que ça aide surtout les bourgeois, ça aide surtout les blancs, ça aide surtout genre des catégories de la population qui sont pas vraiment marginalisées, qui sont déjà quand même dans certains niveaux de privilège, tu vois. C'est comme le concept de haut potentiel intellectuel. La vérité, c'est que ça a quand même aidé certaines personnes. Ça en a mis plein d'autres dans la merde. Parce que le problème du dev perso, comme des trucs comme le HPI, ce genre de choses, c'est que ça va t'empêcher de mettre les mots sur des problèmes que t'as et ça va les remplacer par des problèmes nuls. Genre, par exemple, il y a plein d'autistes, on leur dit qu'ils sont au potentiel intellectuel alors qu'en fait, ils sont vraiment autistes. Et genre, faudrait juste gérer leur autisme comme un autisme en tant que tel, tu vois. Ça, c'est pas des problèmes. Bah, le dev perso, c'est pareil. Ça va, comment dire, ça va te faire croire que les problèmes que t'as dans la vie, ils sont liés à toi. C'est toi qui peux contrôler dessus. C'est toi qui as de l'importance dessus. C'est à toi d'agir sur ta psyché. En plus, c'est même pas de l'action sur le réel. C'est même pas de l'action sur comment tu vis. C'est vraiment de l'action sur purement la psyché pour pouvoir continuer à être productif. Et il y a un vrai truc autour. C'est pas le bonheur qu'on te vend quand on te vend le dev perso. C'est la productivité. C'est la productivité néolibérale. Et ça, c'est vraiment un truc qui est ultra important à comprendre. Surtout quand on suit un petit peu les origines de cette vision-là, de la productivité, de la flexibilité,
d'où ça vient à l'origine, de quelle racine politique. J'ai pas encore envie de crier aux nazis les gens, mais ça vient un peu de là quand même. Bref. Tout ça pour dire, le dev perso, ça reste quand même un red flag, et c'est un truc qui a de base des connexions qui sont pas négligeables avec le monde de la psychologie et des praticiens de psychologie libérale. Donc, comme je le disais, quand on a une plateforme qui est une plateforme de mise en relation de particuliers professionnels, qui est une plateforme libérale, à proprement parler, tu vois, c'est vraiment une plateforme c'est du libéralisme, genre c'est pratico-pratique, quoi. C'est pas étonnant, du coup, que ils visent des influenceuses lifestyle, dev perso. Moi, ça m'étonne pas, tu vois. Encore des vidéos true crime dans la même veine, qui sont des formats qui ciblent et intéressent un public émotionnellement réceptif. Je vais pas bien. J'étais au téléphone avec ma mère ce matin. C'était dur et compliqué. Et la seule chose que je peux faire, c'est l'intégration du partenariat du jour aujourd'hui. Et c'est merci maman. marrant que je vous parle de ça puisque c'est une intégration avec BetterHelp, qui est une plateforme de thérapie. C'est ultra important pour moi que de vous parler de santé mentale. Dès lors, on se doute qu'ils savent très bien quel type de personne. Et c'est là qu'est le problème. Genre, je crois que tu le dis plus tard dans la vidéo, mais normalement, si vous suivez un peu ma chaîne, vous captez tout de suite ce qui va pas. Du coup, là, t'es pas en train de parler de santé mentale, Maros. T'es en train de parler d'une entreprise. Genre, c'est pas pareil. Convergent le plus à l'achat. BH ne veut pas espérer sauver quiconque. Lorsque le moment sera nécessaire, ils vont chercher le public qui est psychologiquement mieux préparé à leur service ou potentiellement le plus fragile psychologiquement avec des troubles mentaux. Alors, par contre, si vous vous posez des questions sur pourquoi est-ce que j'ai balancé nazi tout à l'heure, c'est vraiment pas un hasard. Genre, je vous recommande vraiment l'abécédaire de Johan Chapoutot sur YouTube, sur la chaîne de Blast, pour que vous compreniez les liens entre les nouvelles méthodes de management, le management moderne qui est vraiment structuré autour de la question de la productivité, de la flexibilité, etc., etc., etc. Il en parle très très bien. Il y a aussi une BD, il a fait une BD sur son bouquin Libre d'obéir. La BD est pas terrible, j'ai des grosses critiques sur la conclusion de la BD, ou par exemple les ressources humaines, l'origine des ressources humaines, tous ces trucs-là. Il en parle très très bien, Johan. Je vous recommande énormément son travail. Parce qu'en fait, concrètement, il montre que c'est pas tant qu'il dit, genre, la vraie take, c'est pas de dire le dev perso et le management moderne, c'est un truc de nazi. Parce qu'en fait, c'est pas non plus les nazis qui l'ont inventé. Genre, les nazis, ils ont juste, poussé dans ces derniers retranchements les dimensions de la modernité occidentale au maximum, quoi. Genre, il y a vraiment modernité qui est définie aussi par la colonialité, par justement toute cette vision de ce qu'est la modernité occidentale, quoi, concrètement. Donc, c'est pour ça que je dis pas ça au hasard. Genre, je dis qu'il y a une vraie vision, de ce qu'est la modernité chez les nazis, que eux, ils ont juste poussé vraiment, très très loin dans les derniers retranchements, mais qui est cette pensée-là, qui est une pensée de la productivité, une pensée de l'individu qui est heureux au travail. Pas parce que le travail est épanouissant, mais parce qu'il a, un happiness manager, concrètement. Et c'est là où on voit, en fait, toute la structuration de cette époque-là, pas seulement chez les nazis, mais aussi aux États-Unis, avec le Fordisme, avec la révolution culturelle que tu as eue aux États-Unis, avec l'émergence de Hollywood, etc. Tous ces trucs-là, tu vois. C'est des choses qui sont en lien, en fait, avec de la pensée... capitaliste libéral, en fait, qui peut être poussé dans un dernier retranchement. Et aujourd'hui, quand t'entends les penseurs les plus libertariens, ça se rapproche quand même beaucoup d'une pensée autoritaire, d'extrême droite, qui fait un grand retour, quoi. Etc. Et c'est pas une histoire de budget ou quoi, s'ils ne touchent pas n'importe qui, ils ne sont pas omniprésents comme notre marque. Non, vous découvrirez la somme hallucinante consacrée au marketing plus loin dans l'épisode. C'est étudier sur la rentabilité. Donc ouais, pour extrapoler un petit peu, big up aux frérots la boiserie, mais ils vont bizarrement... Et ça, c'est tout le problème, hein, d'ailleurs, quand on parle de trucs de santé, et c'est pas vrai que pour la santé mentale, hein, c'est vrai pour la santé tout court. Merci pour le sub. C'est quand même l'idée que tu peux pas à la fois t'occuper des gens et être rentable. Parce que, et attention, parce qu'en soi, si on regarde à une échelle un peu macroscopique, la santé, s'occuper des gens, c'est rentable. Tu dépenseras toujours moins d'argent d'un point de vue global, d'un point de vue de toute la société, si tu fais de la prévention, si tu soignes les gens avant que leur maladie elle empire, si tu t'occupes correctement des gens. Mais la pratique en tant que telle,
va pas te faire gagner de l'oseille sur le moment. C'est pas genre le fait de soigner quelqu'un qui est rentable sur le coup. C'est un truc qui est plus global, qui est plus diffus dans le reste de la société. La preuve de ça, par exemple, c'est le système de santé américain. Genre, quelqu'un dans le chat l'a très bien dit, mais le système américain, genre, c'est un système où concrètement, toute la santé, genre, elle est privée. Il n'y a pas de système de santé, donc les gens se démerdent concrètement et ça finit par coûter beaucoup plus cher. Parce que les gens se soignent pas, donc les maladies, elles empirent, donc ça demande des frais de santé qui sont absolument monstrueux, que les gens peuvent pas se payer. Et les gens meurent, genre, vraiment, les gens meurent. La santé et le capitalisme sont pas cohérents parce qu'il faut trop être dans la planification. Et en plus de ça, comment dire, le capitalisme a besoin de trucs mesurables. Genre, ils ont besoin de savoir si tel truc est rentable, si tel truc est pas rentable. Le problème, c'est que soigner les gens ne permet pas d'avoir des statistiques bien faites pour calculer ce genre de trucs, pour quantifier et pour créer de la valeur abstraite concrètement. Donc, ça marchera pas. Et de fait, du coup, lorsque t'as la rentabilité en tête, genre, et que t'es organisé dans un monde où les médecins sont des médecins libéraux, donc ils possèdent tous leur petit cabinet perso, et qui peuvent pas avoir une vision d'ensemble sur le tout de la santé globale, bah forcément, tu vas finir par jouer contre la santé des gens, si tu veux être rentable. Il y a forcément des moments où la rentabilité en tant que telle, et j'ai plein d'exemples, plein de preuves de ça, genre l'Ozempic ou plein d'autres médicaments comme ça qui ont été détournés, qui montrent que ça ne fonctionne pas d'être à la fois dans une recherche de rentabilité et en même temps d'améliorer vraiment la santé des gens. Tu peux pas le faire à cette échelle-là. Même si, encore une fois, à une échelle macro, c'est beaucoup plus efficace, rentable, utilitaire, utilitariste, tout ce que vous voulez, de soigner les gens le plus vite possible, de rendre la santé gratuite, de rendre tous ces trucs-là. Ça reste vrai. Mais à l'échelle méso, micro, ce que vous voulez, genre, tu n'arriveras pas à le rendre comme ça, quoi. Pas les sponsors des contenus qui sont à 90% regardés par des mecs qui vont jamais pleurer parce que c'est des garçons avec des grosses voitures. Bon, ça y est les gars, j'ai réparé la voiture. Attendez, quoi? C'est des garçons avec des grosses voitures. Bon, ça y est les gars, j'ai réparé la voiture. Ah ouais, il doit vraiment avoir un pénis gargantuesque, vu la taille de son cigare. En plus de viser des personnalités pertinentes, BetterHelp cible aussi des moments clés pour agir. Et c'est là que commencent les questionnements éthiques. Voilà, vous pouvez être même sûr que vous les verrez débarquer dans l'instant suivant une catastrophe d'ampleur, comme ils l'ont déjà fait sur un conflit armé, des catastrophes naturelles ou toute autre tragédie. Comme quoi, le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. Attendez, débarquer dans l'instant suivant une catastrophe d'ampleur, comme ils l'ont déjà fait sur... Free Therapy with BetterHelp. Attendez, du coup, BetterHelp sont genre impliqués dans... Enfin, genre, ils ont soutenu le palestinien, un conflit armé. Ah, mais c'est une vanne. Des catastrophes naturelles ou toute autre tragédie. Comme... vous vous rappelez la take du cabinet de conseil de Macron sur la guerre, enfin sur le massacre de Palestiniens. Comment il s'appelait déjà? Le cabinet de Macron, c'était qui a fait tout le Covid là. Comment il s'appelait le cabinet, les gens? C'était McKinsey. Est-ce que vous vous rappelez ce que McKinsey ils ont préconisé pour la... Ça me fait penser à ça parce que du coup il y a BetterHelp dans les rouages. Et McKinsey ils avaient une take sur ce qu'il faudrait faire. Ouais, ils voulaient distribuer en masse des antidépresseurs dans la population palestinienne. Ils ont voulu refaire un peu comme comment dire, le fentanyl quoi, mais en... On n'arrête pas le progrès. Ah ouais. Bah ça aussi, vous voyez, genre quand on parle de modernité occidentale, ce genre de truc, c'est pas mal, ça reflète pas mal l'idée qu'on se fait de la modernité occidentale. Tu sais, le fait de prendre des médocs pour aller mieux, tous ces trucs-là, tu vois, genre il y a la pilule du bonheur, tout ça. Il y a un côté très... ouais, mec, quasi MK Ultra, en vrai, je suis d'accord. C'est quand même assez chaud. Ah, le lycée, on a gagné de conseil. Ouais. Et rappelez-vous que c'est ces gens-là qui dirigeaient la France pendant le Covid, hein. Quoi? Le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. C'est vraiment une idée d'école de personnes sous cocaïne. Ah mais oui, de baiser. Hein. La plateforme va être présente lorsque vous êtes... Non, le fait d'être en Palestine, non. Ce que je voulais dire, le parallèle que je faisais, c'est que concrètement, genre les cabinets de conseil, ils ont aussi une grosse part de responsabilité dans la distribution du fentanyl et dans la promotion qui en a été faite et dans tous ces trucs-là, tu vois. Genre en termes de santé publique, les cabinets de conseil, ils ont quand même un joli palmarès. Vulnérables, c'est-à-dire à différentes étapes. Catastrophe naturelle, par exemple, si vous étiez présent lors de la tragédie de la tournée d'Astroworld, ou encore soutien psychologique à certaines armées. L'objectif est simple, créer une relation. Ah ouais, genre Tsahal, ils ont des consultations BetterHelp.
durable, fidèle et surtout derrière ça que vous soyez redevable. Plus la plateforme va vous aider à un instant où vous êtes fragile, plus vous serez redevable. S'il y a bien un comble pour une application qui est censée vouloir aider notre santé mentale, c'est celui d'un petit peu trop vouloir entrer dans notre cerveau. Pour résumer, BetterHelp sait quand et comment se rendre séduisant pour toucher de nouveaux potentiels clients. Mais je vous l'accorde, ça n'explique pas vraiment pourquoi la plateforme a soudainement traversé l'Atlantique pour inonder notre marché en 1 an. Eh Jamy, viens voir. Eh bien, la réponse est simple, facile d'accès et certains d'entre vous la connaîtront déjà, donc on va aller assez vite. C'est une base. En 2023, BetterHelp s'est retrouvé au milieu d'un big scandale après avoir revendu des données sensibles collectées auprès de ses utilisateurs. La société a été reconnue coupable et sanctionnée par le Federal Trade Commission, la FTC, et a même dû verser 7,8 millions de dollars de remboursement aux utilisateurs. Si ça vous paraît beaucoup, en vrai ça représente que un dédommagement de 10 dollars par client. C'est Ouais, voilà, c'est-à-dire que pour avoir toutes ces données qui ont été volées, sucées et revendues, bon... misérable pour eux, surtout dites-vous que leur budget marketing / promo de 2024, c'est 70 fois plus. Donc même si les données ont été effacées, elles ont déjà été envoyées, et c'est ça le problème, à des tiers publicitaires comme Meta et Google, qui peuvent, jusqu'à aujourd'hui encore, mieux cibler ces profils vulnérables pour leur vendre un peu ce qu'ils veulent. D'ailleurs, Donc là, si vous n'avez pas compris, si vous avez fait appel à BetterHelp et que vous avez eu une consultation pour parler par exemple de vos idéations suicidaires, il y a Google qui a été trop chaud de savoir, qui était grave chaud d'être au courant de si vous aviez ça dans la tête pour vous vendre des trucs. Vous êtes à l'aise avec cette idée-là ou pas? Ou vous savez, vous avez eu une consultation pour parler du traumatisme sexuel que vous avez vécu dans l'enfance et qui vous suit encore aujourd'hui et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser parce que, en fait, Instagram a grave des solutions pour vous. Regardez, vous pouvez par exemple acheter de l'encens ou des petites pumpkins. Vous êtes heureux? Ah oui, et puis il y a une partie de cette ONG là qui va partir pour soutenir l'armée israélienne. C'est cool, non? fait un petit tour sur le brief envoyé aux influx. Il est explicitement écrit que la vidéo ne sera... Alors vraiment, vendre les données de santé... vendre les données de santé psychologique des gens pour soutenir un génocide, c'est quoi cet empire du mal? Pas validé si ces instructions ne sont pas respectées. Et la dernière, et non pas des moindres, est la suivante. C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas utiliser les termes suivants sans l'accord écrit de Influence Logic et BetterHelp. Privé, vie privée, confidentiel, confidentialité, sûr, sécurisé, sécurité. One eternity later. Les usages et pratiques de BetterHelp concernant le traitement des données personnelles. Voilà, donc il y a écrit ça dans le petit contrat que vous devez signer avec la boîte quand vous devez en parler. Ah ah! On veut éviter quelque chose, mais contrairement à ce que BH arrive à faire croire aux youtubeurs et aux agents, cette histoire de vente de données, eh bien figurez-vous qu'en plus de ça, ce n'est ni l'histoire passée, ni bien lointain des Français. Mais je m'avance. Encore aujourd'hui, 5 actions collectives sont en cours aux États-Unis et au Canada avec des accusations portant évidemment sur la confidentialité, sur les informations trompeuses, mais aussi sur la qualité des soins prodigués par les thérapeutes de la plateforme. Pour vous proposer une enquête des plus justes, j'ai fait appel à Zeliana, neuroscientifique qui connaît et suit BetterHelp depuis 2017. Allez follow sa chaîne. Il y a 5 actions collectives qui sont en cours. La justice les a pris en compte. Une au Canada pour les données, pareil. 3 pour les données et une pour publicité mensongère justement par rapport à ce problème avec les thérapeutes et la thérapie. Incroyable. Ils disent qu'ils donnent de la thérapie, c'est marqué partout, dans les conditions de vente, etc. Ils marquent bien que leur service ne remplace pas de la vraie thérapie. Les psychologues américains, eux, normalement, ils ont fait un doctorat Et comment dire, faux exercice de la médecine, c'est pas que dalle. Alors bon, c'est de la psychologie, les entretiens psychologiques, c'est pas vraiment de la médecine, mais on est vraiment sur une ligne très fine. Ils savent donner des diagnostics. Ils ne peuvent pas donner de diagnostic via BetterHelp. Ils ne peuvent pas donner de prescription d'ordonnance. La question, c'est que du coup, si c'est pas un service de thérapie, ça sert à quoi? C'est quoi en fait? Elle nous a rédigé une 30aine de pages tout au long de son rapport, contient aussi c'est de la pseudothérapie. Les sources, évidemment, et les informations complètes et celles qu'on n'évoquera même pas ici dans cette vidéo. Je vous invite à aller le consulter en lien dans le commentaire épinglé. En fait, vous comprendrez très vite pourquoi BetterHelp sont finito au max outre-Atlantique. Et il y a d'ailleurs beaucoup de personnalités publiques qui se sont positionnées sur leur réseau pour les critiquer. Ça n'arrive pas quand même tous les 4 matins. Que par exemple, et pour n'en citer qu'un, PewDiePie est le premier youtubeur à avoir atteint les 100 millions d'abonnés. Et en 2018, il sortait une vidéo d'énonciation sur BetterHelp, à la suite de laquelle il a même dû désactiver. J'arrive pas à aimer PewDiePie, c'est fou, hein.
les pubs sur sa vidéo parce que sa commu se plaignait de se manger des publicités de BetterHelp, quoi. It's just beyond me, or maybe it shouldn't be. Mais les années sont passées, plusieurs autres scandales aussi. BetterHelp essaye de s'exporter dans des pays qui n'ont pas l'anglais en langue maternelle ou en très bonne langue tout court, et logiquement, il débarque chez nous. Be proud of you because Ceci explique What you do donc are going to do to be. cela lorsque évidemment ils arrivent à poser le chéquier sur la table des agences et des créateurs, puisque aussi on leur dit au passage ouais, est-ce que vous avez pu entendre sur nous là? Ils comprennent à moitié, vous inquiétez pas, c'est réglé, c'est réglé. Eh non, il y a d'autres trucs dessous. Ouais, il y a littéralement des procès en cours. On voit que les influenceurs qui travaillent avec BetterHelp, en fait, ils se sont pas forcément renseignés de manière précise sur la plateforme. Et globalement, c'est une problématique qui arrive dans plein de secteurs où on a des créateurs de contenu, même des créateurs de contenu qui vont être en agence, donc avec des gens quand même qui sont... PewDiePie, non mais je sais que PewDiePie il est red flag tout le monde. Je le sais. Excusez, j'arrive pas à avoir de la... Je l'aime bien. Censés aller vérifier les partenariats, qui ne le font pas, ou alors vraiment en n'allant pas dans les détails pour aller chercher les scandales, etc. Des partenaires qui leur proposent des collaborations. Par exemple, pour BetterHelp, il suffit de taper BetterHelp scandale, BetterHelp polémique sur Google pour directement avoir notamment le fameux scandale qui est aux États-Unis. Ce qui est vrai pour d'autres marques hein, d'ailleurs. C'est pas, c'est quoi déjà la banque en ligne que plein de youtubeurs ils vous vendent? Y compris certains youtubeurs qui prétendent faire des enquêtes de qualité de je sais pas quoi, de machin, de ce genre de... Revolut, les gens... Il y a des youtubeurs qui sont des youtubeurs, leur Adi pour pas le citer, qui sont des youtubeurs qui font soi-disant des enquêtes voilà, de qualité de consommation, de qualité de machin, de ce genre de trucs. Revolut, il y a de gros scandales, tout le monde. Ah non, je comprends avec N26 peut-être. Ou c'est N26, il y a peut-être les deux. Il y a peut-être les deux, c'est pas impossible. C'est pas complètement impossible. Je sais que c'est N26 qui est beaucoup plus red flag. Où il y a vraiment... C'est les deux? Ouais, bah voilà, super. Ouais, les deux, vous tapez genre Revolut scandale sur Google, vous allez tomber sur plein de témoignages de gens qui ont déposé de l'argent, qui n'ont jamais pu le retirer. C'est beaucoup arrivé. Vous tapez BetterHelp scandale, vous tombez immédiatement sur tous les articles. Vous voulez qu'on fasse le test? Attendez, regardez. Si je tape, c'est N26, scandale. Hop, nanana, la banque allemande peut être poursuivie et jugée, argent confisqué, la banque en ligne N23, comment réagir aux fermetures abusives de comptes bancaires sur la banque N26, 8 anecdotes terrifiantes financières sur l'équipe de N26, blanchiment d'argent, nouvelle amende pour la banque N26, drama de la banque N26, l'argent de ses clients. Donc ouais, genre il suffit vraiment juste de taper N26 scandale. Essayons avec Revolut. Hop, 3,5 millions d'euros d'amende. Italie enquête sur les pratiques malhonnêtes de Revolut. 80 000 euros envolés, Revolut refuse de rembourser. Au propos de fraude et des escroqueries, l'Italie enquête sur les pratiques malhonnêtes de Revolut. Escroquerie, litige entre Revolut et ses clients. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant Bon, regardez, sur ta BetterHelp. BetterHelp, scandale. C'est quand même à une recherche Google. Hein. BetterHelp controversie. Nanana. Alarm bell should be going off. Nanana. Scandale. Consumers data, donc les données des consommateurs, etc. Voilà. Vous voulez d'autres infos? Vous voulez d'autres data? CyberGods VPN, c'est israélien, d'accord? MyHeritage, c'est aussi israélien. Les deux, c'est deux boîtes incroyablement red flag. On voit plein de niveaux. Vous voulez encore des datas? Instant Gaming, voilà, Instant Gaming, c'est du scam aussi. Instant Gaming, c'est littéralement une entreprise qui vend des copies volées de jeux. Les développeurs, les studios, les éditeurs, personne qui n'a participé à la création du jeu touche le moindre centime sur l'argent que se fait Instant Gaming, qui au passage trempe également dans des affaires très sombres de blanchiment d'argent. Pas que des copies volées, il y a aussi des copies achetées, il y a des cartes bleues volées. Oui, merci, c'est vrai, merci de préciser. Donc voilà, ça pour dire, les influenceurs vous vendent en permanence des trucs qui sont quand même un peu catastrophiques, et il y aurait beaucoup de trucs à en dire, pour le coup, voilà. Et puis je pourrais continuer, hein. Franchement, genre, on pourrait encore parler d'autres boîtes, d'autres histoires, mais je trouve que, autant pirater les jeux, ah mais moi je vous le dis en tant que développeuse de jeux vidéo qui a travaillé dans des studios de jeux vidéo, je vous le dis, piratez les jeux plutôt que de les acheter sur fucking Instant Gaming. C'est vraiment genre, gardez votre argent
plutôt que de le donner à ces trous du cul. Je vous le dis. C'est Mormon MyHeritage. J'ai peut-être confondu avec autre chose. Mais d'ailleurs, souvent, les sites de revente de genre en ligne de clés comme ça, il n'y a pas que Instant Gaming. Il y a d'autres histoires partout ailleurs. Hein. Sur la fuite de données des utilisateurs de l'application. Même le BABA, il n'est pas fait. Et donc, on a des créateurs qui vont valoriser des partenariats qui, derrière, en fait, sont des entreprises liées à des scandales et qui peuvent, en fait, être des entreprises... Du coup, j'allais dire Steam. Non, Steam, en vrai... Steam, il y aurait des trucs à dire, mais c'est pas tant parce que c'est du scam ou parce qu'ils volent quoi que ce soit à qui que ce soit. Les problèmes de Steam viennent vraiment davantage de son monopole que de... C'est pas du scam Steam, tu vois. Genre Steam, ils ont des accords avec tu passes un contrat avec Steam et tout, tu vois. Mais ils ont un monopole de connards et du coup, parfois, ils t'imposent aussi des trucs pas cool Steam. Qui, d'une certaine manière, font du mal aux abonnés ou qui ont des intérêts financiers, politiques, comme certains lobbies qui arrivent aussi aujourd'hui. Parce que j'ai vu l'affaire du piratage de Vastano, la filiale d'aide psychologique finlandaise. Simon Bosch en a fait une vidéo. Ouais, j'ai vu la vidéo et ça, c'est une grosse dinguerie. Genre là, si on parle de fuite de données, dites-vous qu'il y a l'équivalent de Doctolib. Du coup, c'est où? C'est en Finlande, c'est ça? Ouais, en Finlande. Enfin, ouais, qui a perdu toutes ses données. Et genre, du coup, il y a un hacker, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu faire du chantage. Et genre, il a libéré une centaine de témoignages, une centaine de gens qui avaient dit des trucs vraiment hardcore sa mère à leur psy, qui ont été rendus publics avec leur nom, nom de famille, numéro de téléphone, adresse mail. Et tout ce qu'ils avaient dit à des psys. Tout. Ouais, non, c'est vraiment arrivé. Et le mec, il y a eu des suicides à cause de ça. Il y a des gens qui en sont morts. À travailler avec des influenceurs et qui le font très facilement parce que les créateurs ou les agences ne se renseignent pas. Si on parle plus généralement du domaine de l'influence, il faut se rendre compte que si d'un côté quelques marques permettent aux créateurs comme nous de conserver une indépendance de ton et de production, Mais comment le message chien de Quicos syndicalise-toi a été censuré par Twitch? Il a fallu le valider. Genre, c'est quoi le problème? C'est Quicos ou c'est le syndicalisme? Genre, ou c'est le mot chien peut-être? Twitch, allô? Qu'est-ce qui s'est passé là? L'autre, elles utilisent leur audience pour tant vendre des produits que pour in fine travailler leur image de marque. Non, parce que franchement, par rapport au chien de Quicos, selon un brief et un droit de veto sur la diffusion de l'encart publicitaire inclus dans le contenu. Si ta pub, avec laquelle tu es censé avoir financé d'ailleurs tes frais de production de la vidéo, ne va pas, ton contenu final ne sort pas, parce que tu peux pas te permettre finalement de sortir un contenu qui va rien te rapporter, et au point où t'en es, voilà, donc vous avez vu jusqu'où ça peut aller. Autrement dit, le pitch convient pas, tu refais ou tu supprimes ce qui fait tâche. Et quand les grosses boîtes font de la merde, eh ben ils sont prêts à claquer un sacré billet pour que l'opinion publique ne les entende. On parle de sponsor. J'ai le regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas de sponsor sextoy sur cette chaîne. Parce que c'est interdit par la plateforme. Genre, j'ai même pas le droit de faire la pub pour Lelo, Lovens et tous les trucs trop bien. Genre, j'ai trop les boules, genre, les gens, j'ai littéralement le droit de vous vendre du CBD, mais pas des sextoys. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de la dinguerie? Genre, j'ai le droit de vous vendre des banques qui scamment les gens. J'ai le droit de faire la promotion de ça, mais j'ai pas le droit de faire la promotion du truc le plus inoffensif sur Terre, à savoir un vibro. Et après on va me faire croire... Après, on va me faire croire que, genre, le capitalisme apporte des bonnes choses. Pas totalement. Et BetterHelp est loin d'être la seule dans ce cas. Avec Passion d'influence, donc depuis qu'on regarde un peu les collaborations des YouTube ou Insta? Non, c'est sur Twitch. J'ai le droit sur YouTube et j'ai le droit sur Insta. Influenceurs avec le prisme de l'éthique et de la transition écologique, on a vu quand même des dizaines d'exemples où il y a des entités économiques qui en fait ont pour objectif de passer par des influenceurs pour se racheter une image, faire du greenwashing, faire de la désinformation, etc. Et que en fait, elles y arrivent assez facilement. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a une problématique qui est que les influenceurs et souvent aussi leurs agences ne se renseignent pas assez sur les partenariats qu'ils font, sur les... Oui, non. Alors, par contre, quand c'est à une recherche Google de trouver les datas, je trouve que c'est un peu abusé de dire les pauvres, ils font pas assez attention. Vite fait.
Les entités qui les contactent pour faire des partenariats, ils vont même pas aussi assez se renseigner sur ce qu'ils disent concrètement. Est-ce que ce qu'on me demande de dire, en fait, c'est avéré? Est-ce que l'entreprise a vraiment fait ça, a pas fait ça, etc. Et donc, en fait, les influenceurs aujourd'hui sont des relais extrêmement faciles pour notamment des gros lobbies agro-industriels. Ça, c'est un sujet qu'on traite beaucoup avec Payton Influence pour faire de la désinformation sur les questions environnementales, sur des questions de l'agriculture, etc. Ah ouais, l'exemple d'après va péter votre crâne. Par exemple, ou alors pour faire du greenwashing. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est systémique dans l'influence marketing. D'ailleurs, sans parler de lobby, vous aurez remarqué que l'enquête n'est même pas sponsorisée. C'est donc pour ça que j'ai décidé de vous faire l'auto-promo de ma newsletter. Fini les algorithmes qui vous mobilisent une fois sur 4 en story ou en post communautaire. Lorsque j'ai par exemple France 2 qui m'appelle pour mobiliser la TPaisance pour un complément d'enquête, lorsque j'ai besoin de vous sonder à grande échelle sur des thématiques ou d'avoir votre aide pour sourcer des modèles économiques alternatifs intéressants. J'arrête d'écrire. Des professionnels partout en France et surtout fini de dépendre des notifications YouTube à chaque rare vidéo qui arrive 3 jours après et qui vous font rager. Moi aussi. Après, premier degré, si vous voulez step up dans votre soutien, il y a mon PayPal en bio. Ça soulagerait un petit peu les budgets de prod, notamment si vous voyez dans quel état il s'est mis Hugo derrière au cadrage. Il a 4 pattes. Mais ça, on connaît la chanson, ça va flop puisque tout le monde va croire que tout le monde a déjà donné avant eux. Ou alors si vous êtes aussi fauché que moi, on est dans la merde. On va dire... Ah, moi je suis d'accord, toujours essayer de donner quand même une petite contrepartie ou un truc aux gens. Bonne idée en vrai la newsletter. Les termes. Moi je fais des DJ sets. Pour les marques, les lobbies, en tant que créateur de contenu, on est des marionnettes avec rien. Ton TPZ et Modem France 2 ils sont en recherche. Non mais ouais d'ailleurs France 2 plus collab. Dans le crâne pour eux. D'abord parce qu'on signe généralement chez des agences qui nous prennent entre 10 et 30% et dont Moi je veux être comme Viktorovic, je vais être passé à la télé. Ça a l'air d'être trop bien niveau stats. On croit qu'ils vont veiller comme la prunelle de nos yeux à notre réputation. De facto, ces agents qui dépendent financièrement des créateurs n'ont pas forcément intérêt à être 100% honnêtes sur la marque pour qui ils proposent des deals. Et ça, mais en off, dans le business, ils le savent. Ensuite, parce qu'on veut nous faire ambassadeurs de tout et n'importe quoi, d'une vidéo à l'autre, sans qu'on ait le temps de réfléchir ou de tester, ou même, en fait, dès que t'as fait une vidéo, hop, tu passes à un autre produit. D'un coup, tu vends une boisson, après... La Fange BFM, bah ils invitent bien Frontière à CNews. Tu vas te vendre un VPN, après tu vas vendre un... Genre, on a qu'à leur dire, écoutez, il vous faut de la neutralité politique, vous n'êtes pas dans les corps de l'Arcom, compensez les chroniques de Frontière par les chroniques de la Forge. Et paf! Service de e-carte SIM, réfléchir, tester. Et enfin, parce qu'on... Je peux passer sur le 20h? Ah non, je peux pas passer sur le 20h. Ouais. Attendez, si jamais je suis passé sur le 20h, j'aimerais bien être au courant quand même. On fait croire qu'il n'y a que ça pour pouvoir s'en sortir financièrement. Je me suis posé la question pendant un temps si mon extrait où je dis nique sa mère, la mère à Charlie Kirk aurait pas fini à la télé, mais je suis quand même passé à côté. Et continuer à divertir les gens. Donc voilà, on peut tout sacrifier 2-3 principes éthiques, mais ça, c'est un autre débat. Les marques sont peinardes avec nous, elles ont aussi capté que rares sont ceux qui s'expriment sur celles avec lesquelles ils ne veulent pas collaborer. Pourquoi? Mais parce que ça refroidirait les autres à nous contacter, et je suis bien placé pour le savoir. Elles ont aussi capté que, histoire d'avoir affaire à un deal où ça pose pas de questions, il fallait commencer par bien manier la démagogie, des services plus faciles d'accès, des solutions à vos faux problèmes, des boissons plus saines. Le plus grave étant quand ça rentre dans du lobbying pur et dur, certains cèdent sous couvert d'opérations camouflées ou de washing. Il y a un exemple qui est assez parlant. Il y a une influenceuse à peu près 300 000 abonnés qui... Alors les gens, encore une fois, là vous allez péter votre crâne. Si vous avez un peu de data, vous allez péter votre crâne. Oui, je suis passé sur la chaîne de Modern Malin, mais moi je te parle de la télévision là, pas de Modern Malin. Modern Malin, c'est juste un cuck avec comment dire, une persona Fury qu'il a fait en IA, enfin vraiment c'est pathétique. Qui est entre le lifestyle, on va dire, et l'humour, qui à 2 ans a accepté de faire un partenariat durant le... Genre je sais pas, tu sais, t'es un Fury assumé, pas étant un vrai artiste. Salon de l'agriculture, donc sur le stand de la marque, Bayer Monsanto, qui est connu pour des scandales autour des pesticides. Il y a énormément de procès aux États-Unis d'agriculteurs en fait qui ont été empoisonnés par les pesticides. Et pas que d'agriculteurs, hein. Monsanto, ils ont commis des crimes de guerre. Genre, faire la pub de Monsanto, c'est genre, objectivement, une des pires, genre, entreprises de l'histoire. Genre, vraiment, enfin, Monsanto, ils ont fait... Enfin, genre, les gens. Genre, est-ce que je tape agent orange sur... Là, attendez, juste, je tape agent orange, on va juste lire le début de la page Wikipédia. L'agent orange est le surnom donné à l'un des herbicides arc-en-ciel, plus précisément un défoliant
le plus employé par... Alors, un herbicide, ça doit être employé par des agriculteurs. L'armée des États-Unis, lors de la guerre du Vietnam, entre 61 et 71. Voilà, il y avait le napalm et l'agent orange. Le produit était répandu principalement par avion au-dessus des forêts vietnamiennes ou sur les cultures vivrières dans le cadre de l'opération Ranch Hand, elle-même issue du programme Trail Dust. L'objectif était de détruire la jungle où se cachaient les combattants vietnamiens. Au total, 80 millions de litres de produits chimiques ont été déversés par l'armée des États-Unis, dont 61% d'agents orange. Il a aussi été utilisé par les Américains au Laos, au Cambodge ou encore sur la zone démilitarisée séparant les deux Corées. Après 1971, les Américains évacuent l'essentiel de leurs barils stockés en Asie du Sud-Est. Voilà. Attendez, est-ce que je peux avoir quelques petites conséquences? L'agent orange est responsable de plusieurs maladies chez les militaires. On s'en bat les couilles, honnêtement. Regardez ce qui s'est passé chez la population. Ils ont quand même eu des bébés mal formés qui sont nés pendant plus de 20 ans, plus de 50 ans. Assurant sa dispersion, mais surtout chez les civils et combattants vietnamiens évoluant dans les zones directement ou indirectement exposées. Cela est surtout dû à la présence de dioxines, une famille de molécules persistant dans l'environnement et dans les graisses, et dont certains sont cancérigènes. La stabilité de la dioxine, sa granulométrie, sa bioaccumulation lui confère un effet durable sur les habitants de la région touchée, occasionnant ainsi des cas de cancer, de fausses couches ou de nombreuses malformations à la naissance. Dès des années après la fin de la guerre du Vietnam, le 30 avril 1975, il y a encore des bébés mal formés qui naissent aujourd'hui à cause de l'exposition à l'agent orange. Merci Monsanto! Et il y a une meuf qui a 300 000 followers qui a fait la promo de ça! De Monsanto, donc Monsanto qui a été racheté par Bayer, une entreprise pharmaceutique, et donc elle est sur le stand de Bayer du Salon de l'agriculture. En fait, elle promeut les pesticides. Donc elle parle de phytosanitaire, qui est un peu le mot, l'élément de langage utilisé pour éviter d'utiliser pesticides, qui est quand même vu négativement. Et elle dit, en fait, elle reprend la rhétorique de cette entreprise-là. Et les phytosanitaires, les pesticides, sont des médicaments pour les plantes. Bébé mal formé. Les stories, en fait, font polémique. Nous, on cancer. Les envoie sur Pétion d'influence, on l'envoie guerre du Vietnam aux médias Vakita qui fait une enquête derrière, et le journaliste en fait découvre que l'influenceuse qui était dans une agence ne savait pas en fait qui était Bayer, ne savait pas vraiment ce qu'elle valorisait, que l'agence en fait ne lui avait pas vraiment expliqué, et que bien sûr d'ailleurs ils ont réussi à avoir même le brief de Bayer, et que dans le brief forcément ils parlent pas du tout des polémiques auxquelles ils ont eu affaire, et donc là vraiment on voit. Attends, si Bayer Monsanto devrait t'envoyer un brief des polémiques auxquelles ils ont eu affaire, ils devraient t'envoyer genre un bouquin de 350 pages. Que un lobby quand même extrêmement connu, une entreprise, il suffit de taper Bayer polémique pareil. Hein. Alors, je pense que ça sert à rien de nous demander c'est qui l'influenceuse en question. Les gens, ce qui intéresse, c'est pas ce qui s'est, c'est ce qui s'est passé, c'est pas qui est la personne qui a fait ça pour que vous puissiez aller la harceler. Hein. Donc ça sert à rien de poser la question. Désolé pour la balle perdue, mais c'est aussi le cas avec BNP Paribas, qui cumule rôle dans la crise climatique, complice d'exactions au Soudan, dictature et compagnie, financement de Netanyahou avec... Les banques en général, hein, de toute façon c'est assez red flag. Hein. On va éviter de se faire censurer, mais comme ils font... Alors, y a-t-il seulement une banque qui a déjà évité de filer de l'argent à l'armement français, genre 2-3 trucs cool avec leur fondation en France. C'est bien beau. Qui achète du pesticide grâce à une influenceuse. L'objectif, c'est pas d'acheter du pesticide. Genre, quand Monsanto fait appel à une influenceuse, c'est pas pour que des particuliers achètent leurs produits. C'est pour que l'opinion publique à leur sujet s'améliore. C'est important pour eux. En fait, quand un influenceur collabore avec une marque, ça va bien plus loin. Et ça, il faut vraiment le comprendre, que juste lui trouver des nouveaux clients et puis basta, où chacun va se faire son opinion. Non, ça a une conséquence directe sur son image auprès de l'opinion publique, la société et ceux qui vont être vulnérables à absorber le récit. Et parfois, c'est plus important d'avoir bonne presse à un moment clé que d'engendrer du chiffre d'affaires, parce qu'une boîte, ça doit... Voilà, exactement. Merci TP pour répondre à la question du chat. Défendre ses intérêts dans le temps. Et pour ce faire, elle va chercher à avoir un impact sur le politique et sur les lois qui encadrent ses activités. Ce qui est aussi un peu le cas de pas mal de sponsors gouvernementaux. Hein. Et ouais, les produits laitiers aussi, bon exemple. Hein. Elle va chercher à avoir le cœur du peuple. Ce qui est particulier avec ce genre d'entités, comme les produits laitiers, Bayer, etc., c'est qu'ils ont un agenda politique derrière. T'as raison, tendre automate. Je pense que c'est le moment où l'influenceuse elle a dû faire la promo de Bayer Monsanto, ça devait être pendant la loi Duplon en plus. À mon avis, c'est ça le timing. Leur objectif, c'est derrière de faire passer des lois, notamment, voilà, on a vu par exemple la loi Duplon qui a fait polémique cet été. Ce genre... Non mais oui, c'est vrai, je suis d'accord, on a vraiment pas dosé hein, sur YouTube. Genre il y a 10-15 ans, la moindre personne qui faisait la moindre sponsor se faisait
chier à la gueule, même quand c'était une sponsor grave légitime. Genre, tu te fais sponsoriser par un jeu vidéo pour faire une OPSP pour y jouer en stream, tu vois. C'est ok de faire ça, je trouve. Genre, it's fine. Enfin, genre, littéralement, je me souviens, le début des sponsors YouTube, c'était mais tellement mal vu. Genre, c'était un truc de fou. C'est un truc qu'on avait retrouvé quand on avait vu des vieux épisodes de SLG ou de What the Cut et tout. Genre, à l'époque, c'était vraiment très mal vu. Et on est passé de... Genre, personne n'accepte les sponsors, il faut surtout pas sponsoriser son contenu. Genre, il faut surtout pas être un homme sandwich, il faut surtout pas devenir un truc publicitaire. On vend littéralement tout et n'importe quoi, toute la merde possible, tous les pires trucs. Genre, c'est vraiment genre, from rien du tout, en mode c'est la pire chose au monde, tout le monde le fait et on vous vend les trucs les plus dégueulasses possibles. Genre, c'est vraiment une dinguerie. C'est un peu comme avec les microtransactions. Genre, les premières microtransactions dans le jeu vidéo, t'as tout le monde qui pétait un plomb. Et puis au bout de 5 ans, c'était parfaitement accepté. Genre, et puis on a commencé même à mettre en place des systèmes proches des jeux d'argent. Et ça a il a fallu légiférer là-dessus parce que genre on est allé d'un seul coup trop loin. Ça a vraiment passé de rien du tout à... Genre avant, on cassait les couilles à des influenceurs parce qu'ils faisaient la pub pour des jeux Nintendo. Et là maintenant, on a des meufs qui vendent Monsanto, d'accord ? De gros lobbies agro-industriels. Star Wars Battlefront 2, ça a été un turning point. Ouais, faudrait en reparler ça un jour. Ou sur d'autres thématiques. Derrière, c'est d'influencer le débat public, de se racheter une image aussi auprès du coup des audiences, faire en sorte que derrière, ils fassent passer des lois ou qu'ils aient un poids polémique encore plus grand. C'est ça qui est vraiment pas anodin avec ce type d'entité. Et oui, même s'il y a d'abord eu un folklore particulier, au début on s'est dit mais il y a des grosses marques qui s'intéressent à YouTube, qui viennent développer du contenu spécial, comme à l'époque avec les produits laitiers, qui viennent faire... pop des talents, la vapeur c'est aujourd'hui complètement inversé. Et les créateurs, il faut le dire, ont toujours été... J'allais dire penser, mais on a même eu des influenceurs Corée du Sud. Corée du Nord. Excusez-moi, j'ai confondu la dystopie. Mauvaise dystopie. Ces deux dystopies, elles sont l'une au-dessus de l'autre, du coup parfois ça m'arrive. Quoi. À l'aide. Et force à tous les camarades coréens. Et deviennent encore plus des relais d'opinion sur des sujets qui les dépassent. Même si on est d'accord, de base, ils acceptaient juste des sous pour se rémunérer mieux qu'avec la YouTube Money, dont on se fait ponctionner 50% par la plateforme. Moi, je vais me c'est un peu de honte. Parce que sinon... Les lobbies, ils savent, ils voient en quoi l'influence... D'ailleurs, Twitch, est-ce que je peux récupérer mon 70-30 SVP? Genre, je suis à ça de le récupérer, wesh! A une force de plus en plus grande et un pouvoir de plus en plus grand sur la société. Il y a des créateurs de contenu qui sont en fait aujourd'hui des leaders d'opinion et qui ont cette capacité-là à normaliser certaines entités économiques, à leur faire prendre du coup aussi de l'influence. Et donc oui, ça c'est vu de plus en plus que on a aujourd'hui des lobbies qui voient en les créateurs de contenu une opportunité pour eux de toucher une nouvelle audience, une audience jeune qui connaît souvent très peu les scandales liés à leurs activités et qui va derrière pouvoir soit changer leur consommation, par exemple avec les lobbies des produits laitiers qui veut quand même influencer la consommation. Bon, on en a parlé ça. Et donc ça, forcément, ça pose question. Ça pose question parce que les créateurs, ils ont vraiment un pouvoir d'influence énorme sur leur audience. Il y a donc aujourd'hui, plus que jamais, une énorme responsabilité des créateurs dans leur choix de collaboration et bien trop souvent encore, le rapport à l'argent, la flemme de creuser, le manque de temps ou encore la responsabilité complètement à partager, il est vrai, avec leur agence. Attention non plus de pas trop utiliser ça comme un bouc émissaire. En tout cas, ouais, c'est un peu facile aussi. Nous sommes dans un domaine récent, donc à structurer, et on peut aussi voir le verre à moitié plein. Et pour ça, il faut compter sur vous. On voit quand même qu'il y a une certaine forme de professionnalisation et de responsabilisation un peu du secteur depuis la loi influenceur de 2023. Donc quand même certaines pratiques sont moins visibles, sont moins normalisées dans le secteur, qu'il y a quand même globalement une certaine forme de prise de conscience des acteurs de l'influence, que ce soit les influenceurs ou les agences, de leur impact et de la responsabilité qu'il y a derrière. Moi, l'espoir que j'ai, c'est aussi dans les audiences. En fait, les audiences, elles sont quand même extrêmement exigeantes aujourd'hui, de plus en plus exigeantes envers les influenceurs. Dès qu'il y a un partenariat qui leur semble un peu bizarre ou une entreprise qui a des impacts environnementaux extrêmement importants, les influenceurs, ils peuvent quand même se faire pas mal interpeller sur des collaborations qui semblent un peu complètement à l'ouest par rapport à ce qu'est la marque et à ses impacts, par exemple. Ouais, c'est vrai que moi, je suis pas pour aller harceler les gens, mais mettre un petit message sous les vidéos des gens qui font la promotion pour des boîtes israéliennes ou pour des boîtes qui font du scam, c'est pas du harcèlement. Genre,
c'est gentil. T'es en mode genre, gros, par contre, là, t'es en train de vendre un truc de merde. Genre, on peut le dire, je pense. Mais alors pourquoi dans le cas de BetterHelp, sauf quelques rares exceptions, ça ne dérange pas grand monde de participer à leur rachat d'images, de cautionner leurs pratiques douteuses et de s'associer à leur casserole? Pour dire en off, une personne qui travaille dans l'influence a remonté à Amélie le fait que lui, en l'occurrence, a refusé de travailler avec l'entreprise et ne comprend pas du tout pourquoi les autres agences en fait bossent avec. Après, est-ce que cette même personne le dénonce en privé comme en public? Ça non, ça rebondit plutôt bien sur le fait qu'on a aussi sondé des camarades et en vrai, ils ne savent pas tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché, ou alors quand ils ont pointé du doigt la condamnation de la FTC, on leur a dit que c'était réglé quoi, voilà. Ce qui n'empêche, dès lors où je leur ai donné plus d'infos, là c'était chacun à sa posture, mais les discussions furent expéditives. Tout ça, globalement, les dépasse et au pire, alors ils savent que je suis pas d'accord avec ça, mais c'est déjà bien d'en parler. Si ça aide au moins 3 personnes et leur santé mentale, c'est déjà ça. Problème, ça participe à banaliser au travers d'une bonne conscience un service au final qui est mauvais, comme nous allons continuer à le voir. La santé mentale est un sujet important, sérieux, politique, et aujourd'hui on ne peut pas taper dessus. Donc ça veut dire que taper sur BetterHelp, c'est taper sur toute l'initiative, et taper sur les gentils influenceurs qui vont nous donner du bien et qui vont aider les personnes qui sont dans le besoin par exemple. Et d'ailleurs, qu'on se comprenne bien, je critique une plateforme capitaliste qui fait son beurre sur la santé mentale. Je ne minimise pas du tout l'importance de ce sujet. Parce que oui, si... Oui, justement, en fait... Je dirais même que critiquer les mauvais dièses autour de la santé mentale, c'est vraiment prendre le sujet au sérieux. Contrairement à juste, genre, donner le sujet à une boîte privée qui cherche à être absolument rentable, et puis, hop, voilà, santé mentale, c'est réglé. Les influenceurs normalisent le sujet de la santé mentale, ce qui est bien. Mais en faisant la promotion de BetterHelp, ils font avant tout la pub pour un service privé super problématique. Dans ce cas précis, les créatrices de contenu ne font pas la... C'est ça, ils font pas la promotion de la santé mentale en fait, genre stop avec ça. Promotion de la Si vous voulez parler de santé mentale, parlez de santé mentale, vendez pas des trucs. Santé mentale, et elles font la promotion de BetterHelp. Et ça déjà c'est différent. Donc prétendre faire la promotion de la santé mentale en faisant la promotion d'une plateforme qui est payante, qu'elle soit payante pour les professionnels à la limite, mais qui les rémunère au lance-pierre, et en plus pour les usagers, ça revient à ce problème selon lequel la santé mentale effectivement est devenue instrumentalisée, est devenue un argument marketing. Et c'est là où en fait on marche à l'envers. Parce que c'est souvent le marketing, le capitalisme qui vont avoir un impact négatif sur la santé mentale. Exactement. Les nouvelles méthodes de management, etc. Tous ces trucs-là. 11 novembre dernier, le député Olivier Falorni a fait remonter tout de même à l'Assemblée nationale ses inquiétudes face à BetterHelp et le besoin de surveillance de cette société qui produit du chiffre d'affaires sur la santé mentale des plus fragiles. Monsieur Falorni et son assistant, si vous passez par là, je me permets, vous faites partie des acteurs du service public qu'on a attendu pendant des semaines avant de clôturer la vidéo. Rejoignez-nous la prochaine fois, faites passer aussi le mot à vos collègues sur tant de sujets, le lobby du tabac, tout ça. Voilà, on mène le combat ensemble et nos vidéos ont de la portée. Bon, les problèmes. Vous auriez aussi remarqué qu'il y a... Je crois que les députés s'en battent les couilles de ce qu'on fait, hein, mais bref. Il y a quelques vidéos qui commencent à apparaître, les créateurs font leur propre analyse et vous avez sûrement vu déjà passer la bonne vidéo du frérot Hazard. Il démontre en l'occurrence très bien le fait que BetterHelp, tout ce qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est un groupe de technocrates qui ont des BetterHelp version rouge, version jaune, puis verte, comme si on était dans Pokémon, des produits copie conformes qui vont aller cibler des besoins bien précis. Et en fait, BH n'est qu'une branche dans cette machine à fric de l'empire Teladoc, un groupe pionnier dans le domaine de la téléconsultation auquel BetterHelp appartient depuis 2015. Bref, au passage, allez lui donner de la force, vous savez, on aime bien faire ça ici, et c'est très complémentaire avec ce qu'il y a ici. Le mot pour TP... Oh, hasard de dingue. Salut, bah c'est moi. Qu'est-ce qu'on peut en dire, nous? La première étape déroutante avec BetterHelp en tant que client, on passera au pro après, c'est le questionnaire obligatoire sur lequel nous tombons directement. Extrêmement intrusif, long, vous êtes obligé de répondre à une tonne de questions. Oh, attendez, c'est quoi ces questions? Pourquoi il y a l'orientation sexuelle et la foi religieuse? Avant de pouvoir créer un compte, tout y passe. Attendez, vous les vendez ces données-là aussi? Elles vont cibler entre autres votre religion, votre sexualité ou encore vos tendances. Voilà, le tout avec des petits messages vous confortant dans la démarche de votre inscription, mais il y a littéralement... Avez-vous déjà pensé à vous... Alors oui, mais j'aime pas qu'on me pose la question comme ça par contre. Genre, à l'aide. N'importe quelle question qui drop à tout moment. Et puis, le clou du spectacle... Je sais pas, genre, prends des gants. Merde, enfin... C'est pas des trucs évidents, genre...
Quoi quand même, c'est le service Moi, je parle. Enfin. après-vente du pôle marketing, ce questionnaire. Où une fois arrivé sur la dernière question, alors que vous pouvez littéralement skipper les autres questions sur des choix multiples qui sont quand même assez importantes, là, tu es obligé de renseigner par quel canal et par quel influenceur tu as entendu parler de la plateforme. D'après Mediapart, qui est allé voir le code source de la page, après, vous pouvez aussi aller vous amuser à compter en scrollant, il y a dans ce fameux menu déroulant plus de 4300 youtubeurs, plus de 5500 podcasts partenaires de la plateforme, dont une centaine de Français. Ils ont besoin de savoir, rentabilité, quels sont les influenceurs qui leur rapportent le plus de clients, donc t'es obligé. Et en même temps, pas étonnant qu'ils raffolent des données vu qu'ils ont une fâcheuse tendance à les revendre. À ce sujet, BetterHelp se vante désormais de respecter les lois de protection des données, RGPD. Roulement de tambour, elle n'est en aucun cas conforme pour les entreprises qui récoltent et stockent des données personnelles de santé de Français à la certification française obligatoire HDS pour hébergeurs de données de santé. C'est littéralement une plateforme criminelle. Comment le savoir? Elle n'apparaît pas sur le site officiel et ne l'évoque pas dans ses CGU. Alors même si, pour l'instant, un nouveau scandale de revente de données n'a pas explosé, on peut franchement maintenir nos réserves sur l'engagement moral et légal de BetterHelp, la justice française. Ils ont beaucoup de clients. Bah en fait, le problème, c'est que dans une société où la santé mentale, c'est un vrai sujet, de plus en plus, du coup, ça m'étonne absolument pas qu'ils aient des clients. Il y a vraiment un manque qui est au niveau de la santé publique, de la gestion globale, genre sociétale, structurelle, de la question de la santé mentale, qui provoque du coup derrière de la souffrance. Et ensuite, c'est normal que des gens, genre parce qu'ils ont besoin de trouver des solutions pour sortir de cette souffrance-là, tombent sur ce genre de truc et finissent par devenir des clients. Mais exactement de la même façon que genre les gens qui tombent dans les théories du complot, ou dans les soins quantiques, ou dans les extracteurs de jus, ou ce genre de conneries, c'est pas des gens qui sont bêtes. C'est surtout des gens qui sont désespérés. Et c'est des gens qui sont rendus désespérés pour une raison qui est genre hyper rationnelle. Ils ont été... c'est leur situation qui est désespérante. Du coup, bah, derrière, ils vont dans des solutions de désespérés. Et c'est pour ça que parfois, tu te retrouves avec des gens qui se font niquer, quoi. Enfin... C'est pas... Encore une fois, c'est pas de la bêtise. C'est pas genre ce genre de truc. C'est vraiment basé sur de la vulnérabilité et de la détresse. Doit s'en saisir. Et tout de même, dans le cas où ça ne suffirait pas à vous rendre un petit peu inquiet, comme l'évoque Mediapart, le rapport annuel de 2024 mentionne à propos du lancement d'activités de BetterHelp à l'étranger, donc hors US, nous ne pouvons garantir que nos activités et nos dispositifs, s'ils sont contestés, seront jugés conformes à la loi. Bon, on commence à parler de trucs machin compliqués. Attends, TP, concrètement, on risque quoi, nous, à se faire voler nos données? Minichap, RGPD, HDS et Donald Trump. Le dossier établi avec notre Donald? Encore? cher neuroscientifique Zelena va plus loin dans la supercherie, mais pour être synthétique, même si on a pris la malheureuse habitude de voir certaines de nos données revendues à droite, à gauche, quand ça touche à la santé, il faut réagir, et alors à la santé mentale, c'est cataclysmique. Pourquoi? Parce que de manière individuelle comme collective, c'est cet aspect-là qui est le plus important. Ça veut dire qu'avec ce tas de données, nous savons clairement, si on prend l'exemple de la France, quelle est la tendance psychologique et les vraies craintes qui planent dans le pays. En gros, si notre cher Donald Trump veut savoir comment jouer, ce qu'il fait d'ailleurs très bien à l'heure actuelle, hein, avec l'opinion publique au plus profond de sa psychologie pour opérer à des pressions sur notre politique. Et ça, l'extrême droite, elle adore. Elle adore, hein, genre, savoir c'est quoi vos angoisses profondes pour les exploiter à leur propre profit. Genre, ils aiment trop savoir c'est quoi les obsessions en ce moment, ce genre de truc. Oula, il se passait quoi? Il mobilise ses services de renseignement et hop, il les envoie demander aux entreprises un accès ou plus fourbe, les envoie espionner / infiltrer leur rang, ce qui en déduit sur de monstrueuses possibilités à base de entraînement algorithmique. Bah, on se rappelle de Cambridge Analytica, hein. Sur des datas pour arriver à continuer à cibler les plus fragiles, pousser des profils même à faire des dingueries contre l'État français, pourquoi pas? S'ajoute une surveillance aux petits oignons de gens haut placés ou considérés comme importants pour la NSA, la CIA, s'ils utilisent un service non protégé. Et puisque ça concerne aussi la psychologie, le trait personnel, voire l'intime, mais ils peuvent aussi faire chanter les gens avec leurs secrets. Vous avez peut-être vu passer la vidéo de Nicode sur l'entreprise GemPlus qui fabriquait des cartes SIM, s'est fait infiltrer par la CIA. Ah, une autre vidéo de Micode encore. Ah, tout ça. Bon, et si c'est pas le cas, allez la voir, ça vous donnera une idée d'un En gros, on l'a pas maté en stream, mais elle est vraiment bien sa vidéo, faudrait qu'on aille la mater. Genre, ça parle vraiment d'impérialisme. Schéma. Genre, Micode qui parle d'impérialisme. C'est une vraie surprise et c'est plutôt une bonne surprise. Similaire si vous trouvez mon propos trop conspi. Et puis tout s'éclaire.
Bon, que viendrait faire BetterHelp dans tout ça? Eh bien, Et puis c'est une vidéo bien réalisée. Moi j'aime bien les vidéos bien réalisées. D'ailleurs, elle est bien réalisée ta vidéo TP, merci pour ça. dans leur pleine complicité ou malgré eux, ils peuvent, volontairement, involontairement, nous devrons leur fournir nos données. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Trump is blocked, ok? La plateforme respecte les RGPD grâce au DPF. Ah tiens, un nouvel acronyme. C'est quoi le DPF? C'est le Data Privacy Framework, un accord signé par Joe Biden pour assurer la protection des données des Européens lors du transfert et du stockage sur les terres américaines. Le DPF, petit commentaire, mais c'est quand même l'énième tentative de décret dans la sécurité de nos données en vigueur depuis 2022. Le souci étant, avec ce genre de document, c'est que d'un président à l'autre, il peut être complètement et sans difficulté bafoué. Et bizarrement, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'actualité de ce début d'année? Eh bien, Monsieur Trump, avec son America First, qui veut absolument être au courant de tout, et donc menace l'accord actuel. It's going to be only America first. America first. Quoi, le président fasciste des États nazis d'Amérique, ça n'a rien à foutre de la vie privée des gens, mais je tombe de ma chaise. Pour les personnes qui veulent du concret là, parce que voilà, c'est très théorique, non mais là ça va le faire. Ok, à ce titre, il y a quelques semaines, il a littéralement viré 3 des 5 administrateurs du comité qui supervise l'application du DPF, ce qui remet immédiatement en cause tant la capacité du dispositif à opérer de manière autonome, sans subir de pressing, que son utilité. Puisqu'ils sont plus que 2 à travailler, il y a 2, comment voulez-vous qu'ils bossent correctement? C'est toujours 2 personnes, c'est toujours, non, une personne de plus que Twitch France, je crois. Soit vigilant. Je crois qu'il y a un seul mec pour gérer tous les streamers de France, genre. Alors qu'ils croulent sous les dossiers et... On est le 2e pays du streaming au passage. Il te faut un mental à toute épreuve, déjà. Alors pour info bonus, certains auront peut-être l'impression que ça ne les touche pas, mais le DPF alarme la communauté internationale. C'est plus de 50 ONG européennes reconnues dans la défense des droits numériques qui sont mobilisées. Il y a moins de 10 ans, d'ailleurs, c'est pas moins de 3 accords qui ont été tentés, puis rendus caducs après des procès. Les jeunes ancêtres, ils n'ont pas duré bien longtemps, du DPF, qui étaient eux aussi censés de permettre le transfert de données de manière sécurisée entre les 2 continents. Je vous invite à vous intéresser aux sources. Moi, c'est j'ai plus aucune confiance aux États-Unis maintenant, genre, quand un truc il vient de là-bas, je suis en méfiance, genre. Et aux affaires de Max Schrems, notamment contre Facebook, commentaire épinglé. Fin du mini-chap. Pour en finir sur les dérives liées au fonctionnement de la plateforme, petit tour sur l'ubérisation de la santé. La promotion d'un enrichissement rapide pour les pros est complètement à côté de la plaque. Déjà parce qu'à base, ces gens-là, ces psys, sont des libéraux, et finalement, ils sont réduits à être des travailleurs indépendants prestataires, avec une mauvaise odeur quand même de salariat déguisé, et leur rémunération est basée sur leur engagement envers la plateforme. Il y a quand même une petite différence entre juste être un psy libéral, d'avoir ton cabinet, etc., comme les psys d'habitude, et être dans une comment dire, dans une dynamique de travailleurs uberisés avec la plateforme en fait. Genre sur le coup ça peut avoir l'air avantageux, puis après tu te rends compte quand même que en vrai de vrai on connaît un peu ça aussi avec TP pour le coup, genre bosser pour une plateforme comme YouTube ou pour Twitch c'est un peu la même en vrai, mais il y a un truc genre là-dedans au niveau de l'exploitation qui est assez vénère, et vous allez voir ça provoque vraiment genre, parce que là on va rentrer aussi un petit peu dans les pratiques qui sont faites sur BetterHelp, vous allez voir que ça fait vraiment chier, genre. On rentre de nouveau dans le travail de Lorraine Poupon plus en détail. Plus vous passez de temps sur BetterHelp, plus votre taux horaire... Du coup ils sont pas libérales, mais en fait c'est toute l'ambiguïté des statuts uberisés, tu vois. C'est que t'es à la fois libéral et en même temps dans un truc de salariat déguisé, donc t'es dans cette espèce d'entre-deux, genre. Va augmenter. Oui, carrément, je vais bien t'envoyer sur Discord. Il y a même une rémunération complémentaire calculée sur la rapidité des réponses et sur le nombre de mots écrits. Si j'avais la même pour la vidéo, ça serait pas mal. Mais en fait, tout ça, on pourrait se dire c'est super, ouais. Sauf que on oublie que la plateforme va d'abord vous rémunérer 2 fois moins que si vous étiez à votre compte et vous courir après au quotidien pour vous inciter à venir travailler H24. Et ouais, ils ont leur part et puis, ubérisation. On a sourcé des cas où des clients se plaignent de thérapeutes qui se retrouvent à, pendant les consultations, faire leurs tâches ménagères, aller aux toilettes, être en double consultation et autres dingueries. Je deviendrais tellement folle. Genre, vu les trucs dont je parle à mon psy, si le ref commence à faire son ménage, je vais m'énerver. Je vais être en mode, pardon. Et genre, pire encore, la double consultation, genre, est-ce que, genre, ça fait vriller, genre, ne serait-ce que d'imaginer que ça m'arrive,
ça me met en colère, mais genre vraiment en colère, genre. Et enfin, comme tout bon plan bancal, tu prends une prime de cooptation si tu ramènes un collègue à toi et que lui aussi se met à bosser jour et nuit pour des clopins. Ouais, on n'a même pas parlé aussi de la qualité des psys qui se mettent. Attends, les trucs de cooptation, c'est pas genre un peu red flag et Loki aussi en train d'être interdit sur deux trucs? Sur BH, soit attendez. C'est un peu la base des MLM, genre. Si un psy français doit prouver des années d'expérience comme il le demande pour être accepté sur la plateforme, c'est qu'il y a un hic quelque part. Il n'est pas bon ou il ment parce qu'il n'est pas censé avoir de place sur son agenda pour du BTRL au bout de 2 ans d'activité. Bon, j'arrête de faire mes conneries, mais bon, faut un petit peu souffler là. Hôtel avec un pote, quand tu t'ennuies, ça vaut pas mieux. Mais justement, c'est tout le problème. Genre, imagine, t'as besoin de BetterHelp, entre autres parce que t'es complètement traumatisé, / handicapé, ou qu'il t'est arrivé des trucs et que t'as plus d'amis. Que genre, ta vie, c'est devenu de la merde, que tu peux plus parler à personne, que genre, t'es au bout, t'es au fond du gouffre. Genre, ton travail, tu détestes tout le monde, en particulier ton patron. Dans la rue, ça te fait chier, genre, t'habites à Paris, tout le monde fait la gueule. T'as plus d'amis parce que, genre, t'as plus d'amis. Et là, t'es en visio avec un psy, et tu te rends compte qu'il repasse ses calbutes, genre. Non mais... Je trouve que c'est limite, premier degré, dangereux pour la santé mentale des gens. Genre, moi, je vis ça. Heureusement, il y a les drogues, quoi. Parce que sinon, genre... non, mais sérieusement, premier degré, quoi. Genre... qui repasse ses calbutes? Mais les psys, je pense, je sais pas, ils sont fous, ces gens-là, tu sais. Mais genre, ouais, moi, ça... Je trouve ça... hardcore. Je trouve ça vraiment hardcore. On est déjà dans une société qui prend pas assez soin des gens, et là t'as un système libéral capitaliste uberisé gaze qui propose une solution, et la solution c'est un truc 2 fois plus traumatisant, genre. Ah, c'est bon ça. Que dire à part que BetterHelp, ça n'est rien d'autre qu'un intermédiaire entre une offre et une demande, où le client va généralement avoir en apparence le luxe de choisir constamment, alors qu'il est sans cesse vidé au détriment d'un accompagnement bénéfique, d'un échange thérapeutique qui se construit dans un rapport de confiance à long terme. Et le plus beau là-dedans, c'est leur système d'abonnement allant de 50 à 90 € pour une consultation par semaine et pour laquelle vous serez débité quoi qu'il arrive. Pour en savoir plus sur justement comment ça se passe une thérapie chez BetterHelp, on a la chance d'avoir le témoignage personnel de Zeliana. Je suis bilingue en anglais, donc je consulte et je consomme énormément de contenu américain et anglophone en général, beaucoup plus que du contenu francophone. C'est comme ça que je suis tombée dessus. J'ai payé 3 mois, qui était à l'époque $240 de thérapie. Le premier thérapeute que j'ai eu, il m'a clairement dit qu'en fait, il pouvait pas faire grand-chose pour moi, vu que mes problèmes étaient trop compliqués à gérer. Il fallait vraiment que j'aille consulter un médecin, que j'aille voir un médecin parce que c'était en dehors de sa compétence. Donc, je fais un changement, je demande un changement de thérapeute. Je suis mise en relation avec un deuxième thérapeute. Il me dit qu'il peut pas m'aider et que il faut que j'aille consulter un médecin. 3 fois, pareil. Donc, au bout de 3 fois, tu te dis, bon, ça sert à rien que je continue, ils vont tous me dire la même chose, que le service n'est pas adapté à mon cas. J'ai demandé un remboursement et on m'a dit que non, vu que j'avais eu... Et ça, quand on te refuse de t'aider parce que, genre, t'es trop difficile à aider, ça fait quelque chose aussi au cerveau, un peu. À chaque fois, 1 semaine avec chaque thérapeute, on n'allait pas me rembourser. Que genre, j'étais pas remboursable parce que j'avais consommé du service. C'est une honte. Mais j'ai payé pour 3 mois, donc vous ne pouvez même pas rembourser les 2 autres mois que j'ai pas fait en soi. C'est pas une entreprise qui a un produit qui est pas de qualité tout court, c'est pas si grave que ça. Là, c'est que ça affecte vraiment la santé des gens et c'est ça qui m'énerve. Ah ouais, c'est dangereux, genre c'est vraiment dangereux. C'est pour ça que aussi, genre, en fait, faut pas sous-estimer les questions comme ça. Genre, tu peux pas juste prendre une boîte au pif américaine et puis genre lui dire elle va résoudre tes problèmes, genre. Je les vois arriver en France, ils me saoulent. Grosse force à elle pour avoir vécu ça. Hein. Les gens en France ne savent pas, c'est pas de leur faute en soi, mais ils se font avoir par le marketing. Le service qu'ils essayent de proposer, il n'a pas grand-chose à offrir puisque la seule différence entre ça et toi qui vas vers n'importe quel autre psychologue ou médecin qui peut te faire rendez-vous en visio, t'as un algorithme qui prend tes données, fait en sorte de te mettre en relation avec quelqu'un sans que toi tu décides. Le problème, c'est que même cet algorithme-là, ça fait depuis 2017-2018 qu'on dit qu'il sert à rien, enfin qu'il est pas optimisé, donc en fait tu payes pour un service pour au final rentrer tes données personnelles, de pas te faire rembourser si les gens sont... C'est une dinguerie, genre ils vont vendre tes données, encore une fois à soutenir le gouvernement israélien dans leur entreprise, ne pas te rembourser des séances que tu n'as pas fait, enfin genre c'est vraiment chaud premier degré quoi les gens, genre c'est pas des lols.
dégoûtés ou sont trop traumatisés pour pouvoir reconsulter derrière, c'est là où en fait, c'est... Vous comprendrez mieux maintenant son engagement et le Ah oui, et puis vendre les données, entre autres, à Donald Trump. fait qu'elle milite contre cette plateforme. Donc en gros, pour avoir permis un C'est la plateforme où il faut que tu rentres ton orientation sexuelle et ta foi religieuse et tous ces trucs-là. accompagnement de BetterHelp prend sa commission, manipule des données pour faire du bif, pour ensuite les reclaquer en marketing, le tout en étant responsable d'un système qui pressurise les professionnels et qui peut retraumatiser les patients déjà en posture de vulnérabilité. Et je sens venir la comparaison avec d'autres sites. Oui, mais c'est pareil, Doctolib par exemple, ben, c'est une plateforme de rendez-vous avant tout. Les échanges dessus sont minoritaires. Ce que je disais, pour moi, Doctolib, c'est un PB. C'est pas vraiment comparable non plus. Et bien qu'on parle aussi souvent reste un de PB, vidéos, de messages, voire de dépôts de documents. Et au moins, eux, ils sont conformes au certificat HDS. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, j'aimerais vous partager le raisonnement d'un psy sur ce qu'il y a aussi derrière cette promesse de consultation miraculeusement rapide. C'est vraiment déshumanisant pour les personnes qui à risque, qui recherchent justement un psy. Ouais, non, mais oui. Enfin, j'ai joué, moi, je trouve les révélations de la vidéo vraiment choquantes. Pour vous filer le contexte, juste avant, on critiquait le fait que BH nous reçoive tout de même sur un site avec un questionnaire plus qu'impudique et générique, quoi. Je suis pas présent sur BetterHelp et franchement je le serai jamais. La pratique de la santé mentale, elle a rien à faire sur des plateformes qui ont des objectifs plutôt marketing que réellement de santé. Dans des questions plus personnelles entre guillemets, je trouve que la pratique elle a beaucoup plus de sens en présentiel ou en tout cas dans une... BetterHelp, c'est le diable quoi. Bon, il y a d'autres boîtes, genre il y a Monsanto. Mais t'inquiète, il y aura quand même des influenceurs pour te le vendre du coup. Une vraie rencontre qui est pas amenée par une plateforme. Et aussi pour moi la pratique... Le stream d'aujourd'hui est présenté par Dassault et Total Energy. Elle doit s'inscrire aussi dans un réseau, c'est-à-dire que si je suis psychologue à Bruxelles, je préfère que mes patients soient bruxellois ou dans les environs parce que tout l'objectif aussi d'être psychologue, c'est de pouvoir travailler en réseau, de réorienter s'il y a besoin, d'être un peu connecté avec l'environnement aussi des patients qu'on reçoit. BetterHelp, à mon sens, propose pas du tout ça. Parce que moi, je considère que la santé mentale, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle la santé globale. Donc, il y a la santé physique, la santé sociale et la santé mentale. Pour moi, les trois doivent toujours exister ensemble. Donc, comme tu le dis, pas connaître le contexte, on va dire, social, environnemental de la personne qu'on reçoit, ça ne permet pas forcément de comprendre tout à fait les enjeux, qu'est-ce qui peut venir influer sur un état psychique un peu effondré ou certaines difficultés. Un des boulots du psy aussi, c'est de pouvoir créer des lieux de contact, pouvoir imaginer un réseau de soins un peu... Attends, tu viens vraiment d'avoir une pub pour Total? Mais wesh, je suis désolé les gens. Plus large, c'est parfois orienté vers des lieux de lien, c'est parfois orienté dans des hôpitaux, c'est parfois... J'ai vraiment mis au minimum les pubs sur Twitch, mais c'est tout le temps des trucs red flag, genre quand c'est pas l'armée française, c'est genre Total Energy, mais je vais crever Orienté vers des C'est vraiment Bezos. psychiatres, vers de la... On va t'attraper genre. Associative, vers des assistants sociaux, donc à mon sens pas s'inscrire dans... Quand je vous disais genre on choisit même pas de bosser pour ces boîtes là, genre... La réalité environnementale des patients qu'on reçoit, ça nous fait perdre tout un tas d'outils en fait qui sont à mon sens essentiels. Même si le récit de ton influenceur préféré, l'interface de la plateforme finissent par donner envie, la réalité derrière peut être dramatique, car dans beaucoup de certains cas, BetterHelp va retarder une vraie prise en charge et un vrai accompagnement qui ratisse large. Le plus catastrophique étant que ça peut dégoûter les gens qui ont vraiment besoin d'un suivi psychologique ou psychiatrique pour leur santé, des gens qui peuvent aussi devenir hermétiques. Puis j'ai envie de dire, genre si t'es sur BetterHelp, c'est très probablement que t'as besoin justement de ce truc. Chemin classique du psy. Enfin, tu vas pas là-bas pour le lol. Si dans sa ville, ce qui peut amener à un retard ou à un renoncement de prise en charge, plus largement, il faut comprendre que le capitalisme et la santé ne peuvent pas aller ensemble. C'est pas à eux. Ça, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, je vous renvoie vers toutes mes VOD qui parlent de santé mentale, entre autres, d'antipsychiatrie, de tous ces sujets-là. Parce que pour le coup, c'est vraiment des sujets qui sont assez centrales. Et c'est aussi ce que j'expliquais tout à l'heure sur le côté la rentabilité et le soin, c'est deux trucs qui vont pas ensemble dans un système capitaliste court-termiste dégénéré, genre. De gérer ça, c'est à l'État de fournir un service de santé potable et à l'État aussi de mettre en place une véritable législation. Exactement. Là où l'argent bonne take vient prendre de la place dans nos systèmes qui sont qui sont pour la plupart capitalistes sur le plan occidental, on vient souvent y ajouter des notions de surproductivité, d'abnégation et de... littéralement, genre, et même la santé mentale en tant que telle a déjà des problèmes. Genre, très littéralement, l'organisme mondial de la santé, l'OMS, définit la santé mentale par rapport à votre productivité au travail. Genre, il y a vraiment beaucoup de trucs à en dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à déconstruire autour de ça.
Genre non, désolé, mais c'est pas ta capacité à travailler qui fait que t'es en bonne santé. Hein. Moi, le nombre de fois où j'ai été extrêmement productive, genre... en fait, c'est très simple. Les fois où je bosse le plus vite et le mieux, c'est quand je vais très mal. C'est même un peu inversement proportionnel. Genre là, j'ai eu un gros coup au moral il y a pas longtemps. J'ai avancé de baiser sur le jeu que je suis en train de développer en parallèle du stream. Enfin, sur le DJ set aussi. Genre vraiment, c'est tellement un PB, genre, c'est tellement hypocrite. Concession qu'on va faire sur sa santé, et c'est là qu'on... Je vois pas la vidéo sur la chaîne de TPZ, mais c'est parce que c'est une avant-première. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo demain à partir de 18h quand elle sera sortie sur la chaîne de TPZ si vous voulez la voir depuis le début. Et si vous voulez pas avoir tous mes commentaires qui font que couper la vidéo toutes les 5 minutes, parce que c'est quand même mieux comme ça. Et surtout pas aller checker ça. Et je dis ça aussi pour les gens de YouTube. Pour les gens de YouTube, la vidéo elle est déjà sortie, le lien sera déjà en description, donc foncez. On voit que c'est pas compatible. Et si on veut légèrement ouvrir une parenthèse et aller plus loin, moi je suis un thérapeute qui prend en compte la dimension systémique des problématiques que peuvent traverser des personnes que je reçois. Et chez la plupart des personnes qui ont de la dépression, qui ont de l'anxiété, qui ont des problèmes alimentaires, qui ont du trauma, tu trouves des enjeux systémiques sur le plan du fonctionnement économique d'un endroit, tu trouves des enjeux sur le plan discriminatoire, que ce soit discrimination par le niveau économique, par l'ethnie, par le genre. En fait, on arrive à une limite croisement qui peut avoir entre une santé mentale qui est éthique et le système dans lequel elle évolue. J'ai jamais Parle bien ce monsieur. vu de psychologue dont je crois en la fiabilité du travail faire la promo de BetterHelp. Moi, BetterHelp, je l'ai vu sur des vidéos sur Marvel, je l'ai vu sur des vidéos sur le cinéma, je l'ai vu en publication sponsorisée sur Instagram, mais je connais aucun professionnel fiable qui en a déjà fait la promo. Nul ne m'y obligeait, mais pour éviter que l'enquête soit jugée à charge, l'agence qui représente les deals de BH en France a été interrogée pendant l'écriture de l'enquête. 15 questions que je vous affiche à l'écran pour rebondir sur différents points de notre vidéo et leur ouvrir le droit de réponse. Merci à eux d'avoir joué le jeu. Pour ne pas répéter ce qui a été dit, revenons sur quelques points en tout genre. L'agence commence par dire mettre en relation des créateurs et des marques, ce qui n'est pas vraiment exact et vous allez comprendre aussi l'importance de ces quelques mots. D'abord, des collègues créateurs qui ne veulent pas se positionner publiquement sur le sujet, donc je ne peux pas vous les citer malheureusement, m'assurent ne pas être en relation directe avec la marque, mais que ça passe par leur agent. Des agences, quant à elles, confirment cela. On a vu précédemment les problèmes que ça pouvait causer quand on ajoute un intermédiaire qui a ses propres intérêts financiers, et c'est d'autant plus vrai quand elle promet des partenariats gagnant-gagnant. On se plaint souvent, nous, d'être mal payés. Et bien là, des amies créatrices me disent que BetterHelp est l'une des marques qui paye le mieux. Voilà qui huile bien la machine. Ensuite, une grande nouveauté. BetterHelp est conforme aux lois européennes et est certifié iTrust, qui vaut une validation de gestion de données sensibles. BH n'utilise jamais les données personnelles ou thérapeutiques à des fins de marketing ou de publicité. Bah, ils sont quand même littéralement encore en procès pour ça, quoi. Ah bon, alors, un nouvel acronyme, on va y venir juste après, mais rappelons juste, voilà, la fin du paragraphe est littéralement contestable. On le voit bien avec les affaires passées condamnées, et même celles en cours. Alors, oui, iTrust, voilà. Désormais, qu'est-ce ce truc-là? Eh bien, pas non plus la peine d'essayer de se cacher derrière cette validation-là, comme le fameux DPF dans son genre, cette certification ne vaut toujours pas la sécurité de nos données et n'est toujours pas un suppléant de notre cadre HDS. C'est quand même fou ça. On se croirait dans un débat face aux sgeeks du RN, toujours à côté de la plaque. Faites les choses comme elles doivent être faites. C'est tout. Vous qui prenez notamment l'exemplarité, est-ce que même en tant qu'élu, c'est votre job d'aller sur un plateau qui est animé par quelqu'un qui a été condamné, qui Alors, la conclusion Glupatate, je m'y attendais pas et je suis un peu heureuse. plus est pour les faits qu'on connaît? Moi j'observe, parce que moi j'ai aucune évidemment... Avec iTrust, on parle là d'un label américain privé qui pose des référentiels par ailleurs bien différents de ceux de notre système public français. C'est bien plus généraliste, certaines exigences sont complètement hors périmètre, qui plus est du domaine de la santé. En même temps, la santé et les US... En plus, il y a tellement de liens entre les escrocs et l'extrême droite, mais c'est pas un sujet pour aujourd'hui. JJ s'est donné pour mission de documenter ce drame. Donc oui, se vanter de ça, c'est un plus, et encore pour les Américains, dans leur sécurité à eux, mais pour nous, ça expose juste les clients français à des risques techniques, juridiques, de souveraineté sur leurs données. iTrust est centré sur la sécurité technique et organisationnelle de l'infrastructure, pas sur la conformité fine aux droits des transferts internationaux de données sensibles, à défaut
numéro des classiques et on retombe sur nos fameuses affaires Schrems. À ce titre, Et puis en plus, c'est bien pratique d'avoir un truc qui est strictement technique, ça permet de contourner d'une manière ou d'une autre, quoi. un centre hospitalier universitaire, groupement hospitalier de territoire ou encore une agence régionale de santé qui va évaluer un service regardera d'abord le respect du cadre juridique français et non la présence d'un label américain. Voilà, j'aurais aimé d'ailleurs vous dire ce qu'en pense notre agence du numérique en santé, mais après plusieurs messages et appels ou encore des mails ouverts, voilà, ils n'ont pas répondu à notre sollicitation. Bref, voilà encore une vidéo où je ne vais pas me faire des amis auprès des gens qui tiennent l'économie des créateurs. Alors T'inquiète pas, moi je suis là. minimum, abonnez-vous. Et en parlant des youtubeurs, ils en disent quoi? Le petit panel avec qui j'ai discuté, voilà, on va pas commencer à généraliser, mais qui soit lié à des influx YouTube ou Insta, est assez unanime, voilà. Qu'ils acceptaient de collaborer, refusé, interrompu leur contrat après un petit pressing de leur communauté. S'il y a un souci avec une marque, la responsabilité est sur leur agent. Donc voilà, plusieurs éléments qui font que j'en ai un peu voulu à mon agence parce qu'elle prend quand même 25% de mes revenus sur les collabs et que je pars du principe qu'en fait tu me proposes pas un partenaire sans avoir vérifié qu'il n'y ait pas ce genre de scandale dans le placard de l'entreprise. C'est clair, genre, tu sais, tu prends déjà 25% de mon oseille, fais attention, genre. Parce que je pars du principe que si tu prends un quart de mon revenu, c'est pas pour que moi derrière j'aille vérifier à quel point l'entreprise elle est éthique, si elle a un passif ou pas problématique, si elle collabore ou pas avec des pays et des institutions avec lesquelles je suis en profond désaccord. Enfin. Et je suis assez d'accord avec ça. À un moment donné, avec des pourcentages de fous, on les paye pas pour rien, c'est sûr. Mais le choix final appartient à chacun et à chacune. On a tous Google pour se renseigner 2 minutes en tapant, même en aléatoire, à l'heure actuelle, des mots-clés red flag. BetterHelp polémique, BetterHelp voilà, au hasard. Même certains sont tout le temps là, ChatGPT, mais demandez-lui au robot. De manière globale, c'est la faute de tout le monde parce que même si la responsabilité est en back-office partagée avec l'agence, le créateur qui à la fin associe son visage au discours d'une marque, c'est aussi la communauté qui accepte de le recevoir sans le critiquer. Peuple d'internet, agissons. À l'heure où notre gouvernement s'intéresse à mieux légiférer le milieu de l'influence, je pense qu'il est judicieux de les interpeller sur notre enquête du jour en les taguant sur les réseaux ou si vous connaissez des personnes qui bossent en ministère, envoyez le lien. Pareil pour les médias généralistes comme spécialistes, ils doivent s'en saisir. L'année dernière, on a vu que certaines lignes de conduite ont bougé chez Oli suite à ma vidéo sur eux et ça s'est fait grâce à vous, grâce à l'engouement dont vous êtes à la base. Et même si, parenthèse, mais cette enquête n'était pas parfaite à 100% et qu'on bosse dur aujourd'hui avec des experts pour ne plus être une once critiquable, ça a permis de sensibiliser, de faire mûrir les réflexions, de mobiliser la presse écrite, d'être le terreau d'autres révélations, de remettre en question notre économie, bref, de faire avancer dans le bon sens les enjeux de fond liés à la sponsor des créateurs. Ouais, je suis d'accord sur le fait que la conclusion, je suis pas à 100% d'accord dans le sens où faut pas faire reposer la responsabilité de ça sur les consommateurs. Genre moi je suis toujours contre, mais faut pas voir que la conclusion il y a que ça dedans. Genre ça commence quand même par dire genre ça devrait être légiféré, il devrait y avoir des lois, il devrait y avoir un vrai cadre qui est fait autour de ces questions-là. Les influenceurs et les agences sont bien davantage responsables par rapport à vous qui genre pouvez ou pas avoir de l'influence par rapport à ça. Il n'empêche que ça coûte rien, un petit message. Si quelqu'un fait la promo d'une boîte qui est littéralement genre qui soutient le site israélien, par exemple, tu vois, genre, enfin, pas non plus de tomber dans un truc inverse où ça sert complètement et strictement à rien de faire de la dénonciation et ça sert strictement à rien d'essayer de porter des sujets non plus sur la place publique, tu vois. Genre, c'est quand même intéressant, je trouve, d'avoir une vidéo qui permette justement d'avoir un discours sur ces sujets-là et de faire entendre le truc. Ça reste quand même aussi une partie du travail un peu journalistique qui est fait derrière ce genre d'enquête en fait, hein, concrètement tout le monde. Et je trouve pas que non plus à la fin de la vidéo, TP il est en mode 100% genre c'est à nous de porter la pleine responsabilité de ça en allant casser les couilles aux influenceurs. C'est une partie d'un tout où en fait il faut à la fois faire des changements genre à une échelle nationale par rapport à la légalisation du truc et il faut réussir à obtenir un cadre pour ce genre de truc là quoi. Et in fine, le problème fondamental reste la vision capitaliste libérale de la santé mentale. Et c'est pas juste en résolvant le problème BetterHelp qu'on va résoudre ce problème-là. Il y a aussi une question de fond sur ces questions-là. Et moi, je trouve que d'avoir une plateforme pour pouvoir parler justement de ces sujets-là et de pouvoir critiquer les pratiques les plus libérales et les plus capitalistes sur la santé mentale, c'est fondamental et c'est important. En particulier dans le contexte aujourd'hui où j'ai l'impression que
90% des solutions qu'on donne aux gens pour résoudre des problèmes, c'est de payer une boîte, une start-up à la con, ce genre de truc. Ça me semble quand même important d'en parler de tous ces trucs-là. Et justement, on peut quand même s'organiser. On peut quand même s'organiser entre nous aussi pour essayer de faire bouger ces lignes-là, quoi. Des grosses entreprises et tout ce qui se cache derrière elles. Alors vous connaissez la suite, chacun est acteur à son échelle, donc je compte sur vous. Cette vidéo n'était pas sponsorisée, du succès s'il vous plaît sur toutes les expertes présentes qui l'ont bétonné d'ailleurs d'un bout à l'autre avec Gaspard à la coécriture et moi-même. Prochaine enquête, 1 heure de révélation légendaire. Salut. Et bah salut. Voilà, donc, merci beaucoup pour la vidéo TP, merci beaucoup pour cette exclue aussi, genre très heureuse de pouvoir l'avoir en avant-première cette enquête. Surtout que moi c'est vraiment des sujets centraux sur ma chaîne, les questions de santé mentale, de comment le capitalisme fait de la grosse autour de la question de la santé mentale. Donc très cool, j'ai pu avoir plein de très bons angles, de très bons axes pour pouvoir parler de tous ces sujets-là. Je suis très contente d'avoir ça. Merci TP pour les travaux. On va se quitter ici. YouTube, n'hésitez pas à lui envoyer de la force avec toutes les histoires de newsletter et tout. Vous pouvez accéder à tout ça. Les liens sont dans la description de la vidéo. N'hésite pas non plus, évidemment, YouTube à me soutenir moi, si tu peux, si t'en as les moyens. Surtout avec un abonnement, un pouce bleu, venir nous voir en stream, hein, comme je le disais au début de la capsule, c'est bien de venir en stream, on a besoin de gens en stream, parce que c'est mieux, voilà, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir, encore une fois, tous les mardis, jeudis et dimanches, à partir de 18-19h. Est-ce que j'ai tout dit? Le boost, faites des boosts, faites plus des boosts. Sur la vidéo de TPZ que sur la mienne. Genre, si vous devez balancer un boost, bon après vous avez normalement genre 6 boosts par semaine, je crois, vous pouvez booster les deux. Mais voilà. Nous on va s'arrêter là, j'ai dit tout ce que j'avais à dire en termes de conclusion et en termes de trucs et en termes de machin. Gros bisous YouTube, gros cœur, à la prochaine. Kiss.